Salut! L'épisode d'aujourd'hui est une présentation des produits épurés. Épurés, c'est un super produit. Ce sont des purées qui accompagnent le repas. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, à chaque, je dirais 3 mois, j'ai une bulle au cerveau où je me dis, là Thomas, là, je vais bien manger. À partir d'aujourd'hui, je mange bien. Là, je le fais une fois, je cuisine pendant 45 minutes, je fais de la vaisselle pendant 2h15, puis je dis plus jamais. Plus jamais! Je suis tanné! C'est bien trop long, je suis trop paresseux pour faire ça. Fuck it! À partir d'aujourd'hui, à tous les soirs, je soupe du beurre de peanut à la cuillère. Fuck it! C'est trop compliqué, c'est trop d'efforts. Mais là, après, je me dis, oui, mais si je cuisine, je vais avoir plus d'énergie. Oui, mais avec mon énergie, je cuisine puis je fais de la vaisselle. Fait que je gagne quoi? Je gagne rien, on change. Fuck it! Et puis, les produits épurés viennent sauver ma vie parce que le secret pour bien manger, c'est dans la sauce. Le truc le plus difficile, c'est la sauce. C'est long, c'est compliqué, c'est un petit peu de chimie. Et avec épuré, les sauces sont faites et les sauces sont délicieuses. C'est le secret pour un bon repas, une bonne sauce. Si tu prends une poitrine de poulet fade, mais tu mets une bonne sauce de betterave, t'es un grand chef cuisinier. Tu donnes ça à quelqu'un, puis le monde fait « Wow! Pourquoi tu travailles pas au pied de cochon? » Je sais pas. Alors voilà, le secret, c'est dans la sauce. Et les sauces épurées viennent régler ça. Autre bulle au cerveau que j'ai, une fois aux 6 mois, je veux devenir le gars qui nage. Je veux devenir le gars qui va à la piscine. Alors, ce que je fais, c'est à tous les matins, avant ça, si tu veux nager, tu fais ça à 6 h le matin, parce que les piscines ne sont jamais ouvertes à des heures qui ont rapport. Là, à 6 h le matin, au mois de janvier, tu vas nager. C'est terrible. Et à chaque fois que tu vas nager, il y a plein de vieux monsieur tout nus. Dans toutes les piscines, partout au monde, il y en a tout le temps 1 ou 6. Il y a tout le temps des vieux monsieur tout nus, exhibitionnistes qui veulent montrer leurs graines à d'autres hommes. Il y en a tout le temps, dans chaque vestiaire, tout le temps. Eux, ce qu'ils veulent, c'est montrer leur pénis à d'autres hommes. La société a fait des lois pour leur empêcher. Ils ont trouvé une brèche dans la loi, les YMCA. Ils se disent, dans les piscines de YMCA, je peux en montrer ma graine, personne ne peut rien faire. Là, t'es pas rien là, tu veux juste être beau, tu veux juste nager, puis il y a un gros gars avec sa grosse graine qui vient te voir, il dit salut. Tu sais pourquoi tu me parles? C'est donc étrange, voyons donc. C'est terrible de nager. Puis là, tu nages, tu dis, je me sens plus en santé, mais t'as tout le temps les cheveux mouillés, fait que tu pognes le rhume, fait que t'es pas plus en santé. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais nager, j'ai les cheveux mouillés. J'ai pas de cheveux, mais j'ai les cheveux mouillés toute la journée. Il est 9 h le soir, puis comment ça j'ai encore les cheveux mouillés, calice? J'ai nagé à 7h15 le matin. Et voilà. Malheureusement, les produits épurés peuvent rien faire contre les vieux monsieur qui te montrent leurs graines de YMCA. Par contre, grâce aux produits épurés, tu peux bien manger et ça, c'est exceptionnel. Les gens qui nous écoutent, vous avez un code promo, Mais c'est pas un code promo, je t'explique. Vous avez un code promo, c'est promo10. Vous avez 10% de rabais à toutes les commandes. Promo 10, rentrez ça. C'est un produit exceptionnel. C'est vraiment bon et c'est une bonne manière de manger. Et bien manger, moi je pense que si vous êtes comme moi, je veux bien manger, mais je suis paresseux. Alors qu'est-ce que je fais? Je commande de la vieille nourriture poche, je mange mal puis je maille. Mais avec épuré, promo 10 pour 10%, tu peux bien manger, c'est délicieux, c'est simple et tu tripes. Voilà! Mon invité d'aujourd'hui, c'est Laurent Turcot, un historien. J'adore les historiens parce que tout le temps dans les médias, on entend « Ah! C'est la première fois dans l'histoire, c'est historique! » Et les historiens sont tout le temps là pour nous dire non. Ça fait comme 29 fois ça arrive dans les 100 dernières années. C'est pas la première fois. Fait que j'aime les historiens parce qu'ils mettent en perspective. Et 2020, c'est sans doute une des années les plus bizarres de l'histoire de l'humanité. C'est agréable parler à un historien qui fait « Ah, c'est bizarre, mais c'est arrivé à telle époque, et c'est arrivé comme ci, puis voici. » Et j'aime beaucoup ça. Parce que quand on s'intéresse à l'histoire, on réalise que l'histoire se répète. Alors, pour un peu connaître, un des trucs pour avoir des hypothèses sur l'avenir, c'est s'intéresser à l'histoire. Et c'est ce que Laurent Turcot vient faire. Et vu que c'est un homme brillant et intelligent, je lui cède tout de suite la parole. Bon podcast! Oh ouais! Très heureux d'avoir un historien devant moi
parce qu'il se passe plein de trucs en ce moment. On a un 2020 très, très, très chargé. Et souvent, c'est les chroniqueurs et les éditorialistes qui décident de commenter l'actualité. Ils n'ont pas beaucoup de recul. Des fois, on a l'avis, pas beaucoup de connaissances. Et je suis content de recevoir quelqu'un qui étudie et qui connaît l'histoire. Alors, j'aimerais en parler avec toi. Premièrement, tu m'en as parlé un peu vite. Qu'est-ce que tu penses de on déboulonne des statues aux États-Unis et maintenant à Montréal? Ça me fait rire, par exemple, parce qu'on en parlait hors honte, puis j'ai dit, je veux le garder pour le podcast. Mais tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de chroniqueurs, puis j'en lis. En fait, je les lis tous quand ils sortent et disent, ça y est, on est en train d'effacer l'histoire. Gang de nono. Mais c'est là que tu vois qu'ils ont, aucun recul, comme tu dis, puis deux, aucune connaissance, puis deux, aucune volonté d'avoir une abstraction dans le passé. Ce que j'entends par là, c'est que, tu sais, il y a eu des grands mouvements révolutionnaires dans l'histoire, mais des très grands. On peut remonter à l'Empire romain, quand ce qu'on appelait les barbares ont déferlé sur Rome, ont détruit toutes les statues des empereurs. Est-ce que tu t'en souviens de certains empereurs, Jean-Jules César? Caligula, pas pire, hein? Voilà, il y en a quelques-uns. Même chose pour la Révolution française. On a détruit les statues d'Henri IV, de Louis XIV, de Louis XVI. On s'en souvient encore. Même chose pendant la Révolution américaine en 1776. On a détruit les statues de George II, George III. Même chose pendant la Révolution de 1860. Même chose en 1917. Même chose dans les années 60 et les mouvements de décolonisation. Est-ce que ça fait que l'histoire n'existe plus? Ben non, absolument pas. Puis c'est là qu'on voit, puis écoute, je l'ai tellement vu, ça y est, on est en train de javelisser l'histoire, on est en train d'effacer de notre passé les grands personnages qui ont fait que nous sommes devenus une nation forte. Mais fuck you, c'est pas ça. Ça, là, c'est ce qu'on appelle la mémoire. T'as deux choses, la mémoire et l'histoire. Moi, je suis un historien. C'est quoi l'histoire? C'est une enquête historique pour déterminer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ce que tu fais, c'est comme un policier, tu dis, bon, 14 juillet 1789, la chute de la Bastille, début de la Révolution française. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a décidé d'aller là? Fait que ce que tu fais, tu vas voir dans les rapports de police, tu vas voir dans les journaux d'époque, tu regardes des peintures. En gros, tu convoques des témoins puis tu les soumets à ton enquête. Puis le but, c'est pas d'essayer de prouver quelque chose d'après ton militantisme, mais simplement de comprendre et de voir ce qui s'est passé. C'est une science. De l'autre côté, la mémoire. La mémoire, c'est ce que la société se donne comme modèle en pêchant dans l'histoire des modèles pour justement mettre de l'avant certaines valeurs. Prenons un exemple. Fin du 19e siècle, on décide d'ériger une statue de Johnny MacDonald à Montréal. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Le Canada est tout jeune. On a besoin de symboles forts pour incarner ce qu'on appellerait éventuellement le roman national. Et là, on se dit, lui, il symbolise l'unité du pays. Les francophones vont dire, « Hey, fuck you, man, il nous envoyait chier, il était contre les Autochtones. » En plus, on n'en veut pas. Mais on l'a quand même mis là parce que c'était une statue, très importante. Arrive aujourd'hui, fast forward jusqu'en 2020, même on pourrait dire 1970-1990 parce que... Je pense pas que les FLQ étaient très à l'aise avec ces positions. Mais il y a personne qui est à l'aise avec cette position-là au Québec. Quand je dis personne, c'est que ce sont pas des valeurs qui sont universelles. Tu sais, la Charte des droits de l'individu, la Charte de l'ONU qui montre que tout le monde a la même valeur dans la société, c'est pas ce que prône Johnny MacDonald. Peux-tu rappeler un peu ses valeurs? Ben, en gros, c'est que Johnny MacDonald, il a dit très rapidement, père de la Confédération, donc avec plusieurs autres grands architectes de la Confédération canadienne. Grand banquier. Grand banquier, grand aussi homme corrompu à n'en plus finir. Il a même été, il a été mis On dehors. est loin des commandites. Peut-être pas tant que ça, finalement. Tu sais, c'est là que tu vois qu'il y a un parallèle puis un appel d'air entre les deux. Mais Johnny MacDonald, la raison pour laquelle en ce moment on remet beaucoup en question sa figure, c'est notamment avec les Autochtones. Parce qu'il faut se rappeler que tu as le bas puis le Haut-Canada durant le 19e siècle qui vont devenir le début de la Confédération, mais on veut aussi aller chercher les provinces de l'Ouest, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, la Colombie-Britannique, les territoires du Nord-Ouest. Et là, qui sont sur ces territoires? Des Autochtones. Et lui, ce qu'il va dire, il faut coloniser massivement, intégrer, et plus encore, les Autochtones, on va les forcer à aller dans les pensionnats, on va leur enlever leur langue, il faut qu'ils soient assimilés pour être de bons Blancs, bien sûr anglophones, qui parlent la langue. White, c'est un vrai phénomène. Là. Puis ça a été une violence physique, symbolique, morale, en tout lieu. Donc, c'est loin d'être quelque chose dont on peut être fier. Donc ça, c'est la figure qu'on met de l'avant. C'est un homme, aujourd'hui. si j'ai bien compris aussi, qui prônait des valeurs aryennes. Oui, en même temps, il prônait des valeurs aryennes. Mais tu sais, la notion de arien est plus une notion qui est propre au 20e siècle, mais
le fameux racisme systémique dont on parle depuis longtemps, c'est vrai. Ces hommes-là, ils baignaient dans une culture qui était éminemment raciste. Pourquoi? Mais attention, là, je suis pas en train de dire que tous les hommes de l'époque étaient racistes. Mais les dirigeants britanniques, généralement. Beaucoup l'étaient et beaucoup considéraient surtout qu'ils apportaient la grande civilisation. Je sais pas si tu as vu... Comme Bush en Irak, qui jette pour la démocratie. Mais c'est vrai? Mais c'était ça l'argument pour envahir un pays du tiers-monde. Mais on va leur montrer à quel point c'est le fun de voter puis leur prendre les ressources naturelles. Puis pour montrer l'absurde de la chose, je sais pas si je t'avais vu, j'avais fait à ma chaîne YouTube une parodie avec un comédien qui s'appelle Olivier Morin qui parodiait Stéphane Bern. Puis il débarquait, je sais pas si tu connais Stéphane Bern, qui est un grand historien en France, en fait, je dis historien animateur, mais tu sais, qui lui aime la royauté. Puis lui, là, tout ce que la France apporte, c'est bon. Fait que là, tu vois, on était sur la place d'Armes, puis tu as la statue de Maisonneuve, puis on raconte, parce qu'il y avait une plaque là où c'était écrit « Maisonneuve va égorger de ses propres mains un pot rouge. » Fait que là, nous autres, ce qu'on dit, il dit « Un sacrifice fait à l'autel de la civilisation. » Mais c'est tellement gros, tu dis « Mais ça n'a pas de bon sens. » Et pourtant, c'est ces valeurs-là qu'on a mis de l'avant longtemps. C'est qu'on apporte la civilisation à ces pauvres peuplades. Donc, le rapport hiérarchique qui existe encore aujourd'hui entre ce qu'on appelle les Blancs et les Premières Nations, ben quand tu dis que certaines réserves n'ont même pas d'eau potable au Canada, c'est quand même assez hallucinant. Aujourd'hui, là, pas... Oui. Aujourd'hui. Puis, il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait qu'on détruise la statue. Je suis pas pour la destruction d'objets de l'espace public. Je trouve pas que c'est une bonne chose de l'avoir détruite violemment comme ça. Je trouve qu'on aurait dû en parler. Ça fait des années qu'on en parle. Mais François Legault, Valérie Plante ont vraiment fait les vierges effarouchées en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Hey, vous le saviez que ça s'en venait, là. Vous êtes presque autant coupables que ceux qui ont détruit la statue. » En 2012, j'étais surpris que ça soit pas... que ça n'a pas été fait en 2012. Ben oui. C'est discuté pendant les grèves étudiantes. Ben oui, puis il y en a plein d'autres, puis ça pose la question, puis là, il y en a qui disent, ben là, on va-tu tout enlever de l'espace public? Ben, est-ce qu'on a besoin de statues? Est-ce qu'on a besoin absolument de nommer quelque chose pour s'en souvenir? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes? Est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, une réflexion plus large à avoir? Tu sais, des états généraux sur la présence de l'histoire. La présence de l'histoire qui heurte, qui frappe, mais le problème, c'est que certains groupes militants ont fait un raccourci de leur pensée vers cette statue-là en disant on va mettre la statue à terre puis dorénavant, ça va être notre salvation. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, d'un côté comme de l'autre, et de ceux qui disent qu'il faut la remettre et de ceux qui disent qu'il faut l'enlever au plus vite, il n'y en a pas un qui a raison. Pas un. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, on est en train de court-circuiter le débat public qu'on devrait avoir au Québec, qui est tout à fait légitime. Aucune statue ne devrait être là pour toujours et aucune statue ne devrait être systématiquement retirée. Encore une fois, tu sais, la zone blanche puis la zone noire, là, il y a une espèce de grosse zone grise. Puis finalement, c'est là que la société a de la difficulté, c'est que c'est complexifier les choses. Est-ce que c'est la société qui a la difficulté à complexifier les choses ou c'est dans nos médias et c'est dans les gens qui prennent la parole qui souvent sont très noirs et très blancs, très manichéens? Parce que lorsque j'ai des conversations avec plein de gens de tout azimut, c'est très facile d'avoir des discussions et des échanges. C'est dans les médias que je ne le retrouve pas. C'est vrai, tu as raison. Puis même, moi, je te dirais, je suis de ceux qui pensent qu'on doit parler avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. Puis ça m'arrive souvent. Puis je me laisse toujours un espace mental pour me dire, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Et je pense que ces gens-là peuvent m'apporter quelque chose. Parce que l'histoire, ça change régulièrement. Oui, mais même en tant qu'intellectuel, toi, par exemple, si tu crois fermement à quelque chose, puis tu arrives pour discuter avec quelqu'un, ben tu vas l'assommer. Ça va être deux personnes qui vont gueuler. Alors que accueillir la pensée de l'autre, sans nécessairement dire, t'es un calice de ce colon du maudit. Puis, quand tu te fais attaquer, si moi je commence à t'attaquer en ce moment, quelle va être ta réaction première et primale? De vouloir me sauter à la gorge. Donc, tu vas me répondre de manière très agressive et violente. Ce qui est légitime, tu te sens attaqué. Fait que, qui veut se faire attaquer puis va dire « Ah, tu viens de me traiter de gros con et tu avais raison, j'errais et grâce à toi. » Mais non! C'est pour ça que Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, je crois pas au débat public dans ces espaces-là. Bien sûr que non. C'est même prouvé que c'est un algorithme, c'est une formule mathématique, ça encourage les chicanes. C'est comme ça qu'un statut, un post va de l'avant. Puis devient viral. Voilà. L'objectif d'un post, c'est qu'il y ait plein de commentaires. Oui.
c'est comme ça qu'un post est publié. Alors, ça explique pourquoi il y a TVA Nouvelle autant de place, c'est que les gens te chicanent en dessous. Mais il y a un problème, tu sais, c'est vrai que tu disais, est-ce que on a une tendance à rendre les choses manichéennes, noires ou blanches? Oui, parce que c'est ça qui attire du clic. C'est ça qui rend les choses intéressantes. Mais plus encore, il y a deux mouvements au Québec que je trouve en ce moment problématiques. Le premier, c'est l'omniprésence des chroniqueurs. Rien de neuf, là. J'invente pas quelque chose, là. Je suis un peu ça. Mais l'autre élément que moi, puis c'est là où tu vas voir, je me dis, il y a de ceux qui critiquent, puis il y a de ceux qui agissent, puis j'espère agir de mon côté, c'est la faillite de l'esprit. Ce que j'appelle la faillite de l'esprit. Et ce que j'entends par là, c'est les intellectuels, ceux qui connaissent, ceux qui seraient utiles, ceux qui pourraient apporter dans le débat public, vont se refermer dans leur espace à eux, que ce soit l'université, que ce soit le cégep, que ce soit leurs livres et autres, pour ne pas entrer en discussion. J'ai pas dit débattre, c'est entrer en discussion. En gros, un professeur de droit qui est capable de détruire tel chroniqueur de tel journal parce qu'il dit des âneries, il devrait le faire. C'est ce qu'on appelle, puis ça, c'est un grand auteur, c'est un grand philosophe qui est un peu obscur pour plusieurs, c'est Emmanuel Kant, qui disait « Qu'est-ce que c'est que les Lumières au 18e siècle? » Il dit « C'est faire un usage public de sa raison. » Faire un usage public de sa raison. C'est aussi simple que ça. Donc toi, comme intellectuel, tu as le devoir, pour le bien-être de la société, de la démocratie, de rendre accessibles tes connaissances. Pas pour écraser les autres, mais pour placer les éléments. Puis il y en a qui se disent « Ah, moi, je n'interviens que dans les grands médias, que dans ceux vers lesquels je me sens une espèce de familiarité idéologique. » Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut que tu les fasses tous. Faut que tu ailles justement te confronter, mais pas encore une fois pour être violent. Il y avait Internet, c'est difficile, les grands médias, parce qu'à l'époque, il y avait des antennes. Ton antenne était plus forte qu'une autre. Puis maintenant? Non, pas du tout. Si tu mets ça sur Internet, t'as autant de chance que Radio-Canada. Ben, non, mais c'est vrai, t'es quand même puis. Mais tu sais très bien qu'entre toi et moi, si on part ce podcast-là avec Radio-Can ou avec Cube ou avec, comment dire, du budget beaucoup plus important, t'as de la pub, t'as de la reconnaissance, puis après ça, t'as des liens. Puis on le sait aujourd'hui, là, c'est que le meilleur moyen de se faire reconnaître, puis c'est toute la difficulté de la découvrabilité, c'est que tu peux partir dans ton sol, parler pendant des heures et des heures et des heures, puis tu te dis... Comment je fais pour être reconnu? Puis moi, t'invites un gagnant d'occupation double. Ça va exploser. Puis... Ou tu te fais inviter par un gagnant d'occupation double. Tadam! Tadam! C'est ça le secret. Mais tu sais, moi, tu sais, quand je te disais, il y a ceux qui pensent puis qui le font de leur côté. Puis moi, ça a été de l'autre côté. C'est que je suis toujours prof d'université. J'ai fait ma thèse, mon postdoc. Puis à un moment donné, j'ai travaillé pour un jeu vidéo qui s'appelle Assassin's Creed Unity. Je me suis rendu compte que mes recherches qui étaient sur Paris du 18e siècle pouvaient être utiles. Puis là, je me suis dit, il n'y aurait pas une espèce de cassure entre ce que je suis puis ce que je pourrais être. Et ce que j'entends par là, puis c'est là que je me suis dit, peut-être que je devrais investir un peu plus l'espace public. Peut-être que je devrais me faire connaître. Peut-être que je devrais dire et autres. Sauf que comment tu le fais? Tu n'envoies pas un CV pour dire, bon, ben gang, je suis prêt. Appelez-moi, je vais répondre à vos questions, je suis là. Puis là, les offres, on le sait, c'est pas de même ça marche. Là. Puis il y en a, si ça se trouve, à la maison, qui se disent « Hey, moi, je voudrais faire mon podcast, je voudrais être reconnu, j'ai des choses à dire, je pense qu'il y a des gens qui pourraient m'écouter. » Sans doute, ils ont raison. Mais le problème, c'est de le faire. Puis je te dirais, c'est là que j'ai commencé tranquillement à faire, en bon intellectuel, à faire des recherches sur les médias sociaux. Puis j'ai regardé qu'est-ce qui se passait, comment les gens construisaient leur following, disons-le. Oui, mais leur following, mais aussi leur contenu. Puis j'ai regardé plein de choses de marketing. J'ai écrit à des YouTubers en France, notamment Benjamin Briot, qui a une chaîne qui s'appelle Nota Bene, qui est rendue à 1,4 million d'abonnés. Il vit de ça. Puis j'en ai écrit à plusieurs. Je suis même allé en France. Je les ai rencontrés. Je vais voir leur setup, comment ils fonctionnent, c'est quoi ça se passe sur la communauté, c'est quoi les investissements, c'est quoi le type de matériel qu'ils font. Après ça, j'ai écrit des scripts pour eux, pour voir comment ça se passait. Puis là, j'ai fait, OK, je pense que je suis prêt. Donc, je me suis lancé carrément sur YouTube. Puis là, on se dit, ça y est, ça va démarrer. Tu lances ton affaire, tu as 5 abonnés. Ouais. Ta première vidéo, tu as 10 vues. Tu te dis, ben voyons, mon contenu est écœurant. Pourquoi j'y arrive pas? Puis ça, écoute, je l'ai lancé ma chaîne. Moi, ma première vidéo, c'est le 2 janvier 2018. Fait que ça date d'il y a 2 ans et demi et plus même. Puis tranquillement... t'avances. Puis c'est là que je me suis rendu compte, puis les 2 formules qui m'ont les plus marqué tout au long de mon aventure sur YouTube, c'est content... non, c'est quoi? C'est gear doesn't matter, content matter. Bien en sûr que gros, oui. le matériel que tu as
s'en fout. Le podcast est plus populaire, c'est Joe Rogan, c'est filmé tout croche, les micros sont bien sans plus, puis la table, c'est Puis l'autre, pas grand-chose. L'autre qui m'a marqué, c'est les médias sociaux, mais plus encore YouTube. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Bien sûr que non. Puis si tu pars à courir, puis là, quand on commence, on sprint en tabarouette. Tu dis, On veut m'en dépasser tout produire. le monde. Puis ça marche pas. Puis tu dis, OK, je vais avancer tranquillement. Puis c'est là que tu vois, puis moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que, tu sais, le modèle universitaire qui est le mien, c'est ce qu'on appelle la collégialité. Tu parles avec des collègues, tu publies dans des revues scientifiques, puis tranquillement, tout le monde, on se fait avancer collectivement pour la science. Ben, c'est le même modèle que j'ai retrouvé sur YouTube. Je suis dans des réseaux avec des YouTubeurs français. Ils s'échangent des scripts. Ils disent, on fait une collaboration avec telle personne. Puis tu te rends compte que finalement, eux, qui souvent n'ont pas d'études universitaires, reproduisent le même modèle. Puis entre un prof d'université qui publie un livre qui est lu par 15 personnes sur la Terre, puis un YouTuber qui fait une vidéo qui est vue par 500 000 personnes, tu te dis, je pense qu'il y a un décalage. Puis je pense qu'il y aura un déversement à avoir. Un déversement, je ne dis pas que les YouTubeurs en ce moment devraient plus être là. Au contraire, ils y apprennent tellement. Mais je pense que les autres ont quelque chose à offrir. Puis moi, je me suis dit, tu sais, les premières vidéos sont catastrophiques, là. C'est tout croche, c'est ordinaire. Bon, écoute, la première vidéo, c'est la bande-annonce. Là, il y a des trépieds, les gens le voient pas. Mais moi, j'avais acheté un tripode. Puis je savais pas ce que c'était. Puis là, je me pose ma caméra dessus, puis ça fait des allers-retours comme ça. Je fais, hey, c'est bizarre. En tout cas, je vais y aller. Fait que là, je suis focus. Mon son, je le pars, ça marche pas. Je fais, oh, de la merde, ça va y aller. Content matter, gear doesn't matter. Let's go, on y va. Mais je me rends compte que faut quand même avoir certains éléments, mais malgré tout le matériel que j'avais, malgré le raffinement du montage, malgré la définition des images, ce qui marchait, c'était tout le temps le texte. C'était tout le temps, quand t'écris bien, quand c'est précis, quand c'est efficace, quand tu punches. Quand tu touches à une corde sensible. Oui. C'est ce que j'aime, moi, ce que j'aime de l'alternative dans les médias sociaux et sur YouTube. Souvent, on peut discuter de sujets qui ne sont pas discutés à la télévision. Tu dis tout carrément. Tu sais, la première vidéo, moi, j'avais pitché ce sujet-là à plusieurs grands médias. Tu sais, je faisais quand même beaucoup d'émissions de radio, puis je leur disais, hey, ça serait le fun de travailler là-dessus. Ils m'ont dit, moi, pas sûr. J'ai fait de la merde, je fais mon sujet. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit de la merde. Premier sujet, l'histoire du caca. Bien sûr. Puis là, je me dis, où est-ce qu'on le faisait, dans quelles circonstances, à quoi il servait. Fait que j'ai fait 17 minutes là-dessus. 17 minutes. Puis je me suis dit, c'est peut-être un peu long. De la merde. Je le fais. Puis si tu veux le faire, c'est ça le grand plaisir. Tu as envie de faire du long, tu le fais. Tu as envie de faire du court, tu le fais. Tu n'es pas lié par aucune contrainte autre que celle de est-ce que ça va marcher? Puis 2, qu'est-ce que je veux dire? Et ce qui est génial aussi du tout, si ça marche pas, mais tu peux en faire une autre vidéo. Ça, c'est vrai. Mais c'est décevant. C'est l'éternel recommencement. Mais c'est décevant en même temps sur certaines affaires. Tu as des vidéos sur lesquelles tu travailles pendant des mois. Tu as sorti. Il y en a une que j'ai faite dernièrement sur le cinéma de science-fiction de 1977 à 1986. C'est toute l'après Star Wars jusqu'à Alien, le deuxième Alien environ. Hey, je t'en ai mis de l'extrait, des affaires, du mix, du son. J'étais fier de tout. Je sors la vidéo. Tu fais OK. Puis il y en a une. Écoute, il y a 1 an et demi, je sors une vidéo sur l'épilation au Moyen-Âge. Je fais, hey, ça va pas marcher, ça. Pow! 400 000 vues plus tard, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ben, c'est que je l'ai sorti au moment où il y avait le système pas le système, mais le hashtag mes poils. Puis Catherine Dorion qui s'en est mêlée. Ben oui, puis tout le monde a repris ça. Puis j'ai fait, OK, tu maîtrises pas ce qui se passe, mais toi, tout ce que tu peux faire, c'est j'offre. Puis on va voir si la société s'en sert ou l'utilise. Ils se sont oubliés, ta vidéo que tu crois que personne n'a vue, peut-être 2 ans plus tard, il y a 15 000 personnes, il y a 15 000 personnes qui l'ont regardé. Parce que plus tu es abonné avant, oui, c'est vrai. Plus ils regardent ton vieux contenu. C'est ce que je trouve génial. Disons, en télévision, généralement, ton pilote, c'est le plus écouté, puis il y a de moins en moins de gens qui l'écoutent. C'est vrai. Et sur YouTube, c'est l'inverse. C'est vrai. Hey, j'avais pas réfléchi à ça. Non, t'as raison. Parce que t'as pas passé 10 ans en télévision à crier dans les salles de réunion. C'est ça la à crier. Non, j'ai pas fait ça. C'est très agréable. Très agréable de crier après des recherchistes. Que tu dis, personne ne dit rien! Moi non plus, mais j'ai une arme, puis je veux la mettre! Puis c'est pas un argument. Un peu! Bref. Ça, c'est mes moments en télévision. C'est très incarné. Tout ce que je fais est incarné, même quand j'ai tort. Et plus j'ai tort, plus j'incarne, en me disant, il faut que je pallie à quelque part. On vit une pandémie mondiale. Ouais. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on vit un truc de ce genre? Mais tu sais que je veux dire non. Je t'écoute. C'est sûr que c'est pas la première pandémie. Puis c'est même capotant parce que
sais, Parce que je suis fatiguant, mais souvent, ce qu'on lit sur Internet, dans les journaux, on entend à la télévision, à la radio, c'est la première fois. On n'a jamais vu ça. C'est la pire, c'est le meilleur. Et non, ça, à chaque fois qu'on dit c'est un moment historique, moi, cette formule-là, prenez-la, mettez-la aux poubelles. Vraiment. Chaque fois qu'on dit, c'est un moment historique, hey! Aujourd'hui, c'est la fête de la citrouille, c'est historique. Élection au Nouveau-Brunswick, c'est historique. Mais tais-toi. Ça, tu prouves juste une chose, que tu ne connais pas ton histoire pour dire une connerie pareille. Vraiment, là. Pourquoi? Parce que, tu sais, juste la pandémie, c'est pas neuf. Puis même, je te dirais que durant les 100 dernières années, c'est anormal qu'on n'ait pas eu de pandémie. Parce que si tu regardes les ancêtres de la grippe espagnole au choléra, à la fièvre jaune, en passant par la peste, puis toutes les autres que t'as, ça revient aux 20 ans, aux 20, 30, 40, 50 ans. Mais il y en a il y a systématiquement. plein de scientifiques, médecins qui disaient ça s'en vient, ça fait 10 ans qu'ils disent ça s'en vient, et pow! C'est ponctué l'histoire de grandes pandémies, puis les deux plus grandes qu'on a rappelées à juste titre, c'est la grippe espagnole, qui n'a en passant d'espagnol que le nom, parce que en fait, c'est pendant la Première Guerre mondiale, tous les pays étaient touchés. Il y a seul l'Espagne qui était en dehors de la guerre, qui, elle, parlait de cette grippe-là. Donc, tous les autres pays se sont dit « Oh, c'est la grippe qui est espagnole ». Ils l'avaient eux aussi, mais ils ne voulaient pas en parler de peur que ça montre à l'ennemi une faiblesse. Fait qu'il n'y a rien d'espagnol. Il y a deux souches qui donnerait la grippe, en fait, d'où elle serait originaire, c'est soit les États-Unis, soit l'Asie. On ne sait pas exactement où l'Asie, mais un des premiers bacilles d'explosion, là, ça serait dans le sud des États-Unis. Fait que c'est assez symbolique quand même quand tu te dis qu'aujourd'hui, Trump critique la Chine en disant « c'est de votre faute s'il y a une pandémie ». 1918, là, les États-Unis y étaient pour beaucoup parce que ça s'est concentré dans des camps où étaient les soldats américains. Quand ils ont été shippés de l'autre côté pour faire la guerre en 1917, là, ça s'est répandu à une vitesse démesurée. Il ne faut pas oublier que les États-Unis se sont mêlés de la Première Guerre mondiale très, très tard. Ah oui, 1917, puis encore, tu sais, on dit, c'est à partir début 1917, ils arrivent. Non, c'est à la fin. Les premiers soldats, ils arrivent à la fin. Donc, les États-Unis ont un rôle majeur, mais pas tant que ça. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur la Première Guerre mondiale de la bagatelle de 3 heures, 3 minutes. C'est génial. J'adore ces vidéos-là. Mais j'encourage les gens à y aller. Ta vidéo sur la Révolution française de 3 heures et la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est une on en parle rare, il y a peu de films parce que c'est pas cinématographique. Ben, ça l'est moins que la deuxième. Il y a quand même le très beau film Un long dimanche de fiançailles avec Audrey Tautou. C'est Jean-Pierre Jeunet qui a fait ça, celui qui a fait Amélie Poulain. Très beau film, très dur. Mais t'as raison parce que qu'est-ce que c'est que la Première Guerre mondiale? C'est une boucherie. C'est des gens qui se chient les culottes, qui se regardent. Oui, puis t'as les gaz mortels aussi, t'as les gueules cassées. C'est le début de la chirurgie plastique la Première Guerre mondiale. Pourquoi? T'as un obus qui t'éclate en plein visage, t'as la moitié du visage arraché. C'est les officiers qui arrivent. Un très beau film aussi à voir, ça s'appelle La Chambre des officiers. C'est l'histoire d'un officier français en 1914. Un obus lui explose en plein visage. Il survit. On l'amène dans un hôpital et le médecin, c'est André Dussolier, celui qui fait la voix dans Amélie Poulain. Et pendant tout le long, il apprend à gérer carrément son visage. On le reconstruit. C'est troublant parce qu'il y a toute une partie du film où on a une espèce de masque sur la caméra qui nous donne l'impression, puis on entend l'espèce de respiration caverneuse, puis on sent qu'il y a une espèce d'ouverture, puis le vent passe par là. C'est troublant. L'autre qui est très beau, c'est Au revoir de là-haut, qui a été fait par, comment il s'appelle déjà, cet acteur qui est magnifique, que j'aime. Bref, ça ne me revient pas. Allez voir ça. Mais il y en a beaucoup plus en France qu'aux États-Unis. Il y a War Horse aussi, qui a été fait par Spielberg. On peut rappeler aussi Légende d'automne. Regarde, tu dis ça, puis il y en a plein qui me viennent, là. Légende d'automne avec Brad Pitt. Je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, c'est le film préféré de ma blonde. C'est très humide quand ça se joue à la maison. Ben, le frère, quand il est pris dans les barbelés, il y a du gaz moutarde dans les yeux, puis il se fait gonner par les Allemands. Mais c'est une guerre qui est affreuse, puis qui montre, pourrait-on dire, les bas-fonds de l'âme humaine. On l'a appelé la der des der. On s'est dit, on peut pas revivre ça. C'était trop dur. Pourtant, ça a pris 25 ans. Oui, c'est un des grands maréchals de France qui avait dit à l'époque, il dit, ce n'est pas une paix qu'on a signée, c'est une armistice de 20 ans. Wow. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Puis là, tu vois, la prochaine série que je suis en train de faire, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il va y avoir 7 épisodes de 45 minutes. Génial! Mais ça, je me donne un an là-dessus. Un truc que je trouve génial de la Première Guerre mondiale, parle-nous-en un peu. Si j'avance que c'est une guerre de famille, la Première Guerre mondiale... Oui, t'as raison. Peux-tu nous expliquer un peu pourquoi? Ben oui, parce que Nicolas II, en fait, son cousin, c'était l'empereur d'Allemagne, qui était lié après Allez voir les photos. Allez voir les photos.
On dirait des jumeaux identiques. Je commence justement ma vidéo là-dessus. Et ce qui s'est passé dans les Balkans, ils étaient tous liés. Mais tu sais, quand on dit c'est une guerre de famille, oui, c'est les puissants qui ont décidé de se lancer. Mais on pourrait l'appeler presque la deuxième guerre, parce qu'il y en a une avant qui est tout aussi importante qu'on oublie, c'est la guerre franco-prussienne de 1870 entre la France et la Prusse à l'époque, qui va faire que l'Alsace-Moselle ou l'Alsace-Lorraine va être prise à la France et on va la donner à l'Allemagne. Puis là, tous les Français de 1870, donc ce qu'on a appelé la Troisième République jusqu'en 1914, vont se dire il faut ravoir l'Alsace et la Lorraine. Fait que le début de la Première Guerre mondiale, c'est vraiment enfin, il était temps, on est prêt. Puis, autre élément qui est assez drôle, il y a eu la grippe espagnole en 1918, 1917, 1920 environ. Puis dans les années 1890 environ, tu as eu la grippe russe, qui ressemble beaucoup à la grippe espagnole, puis qui est dans le même genre. Puis cette grippe-là a fait que ça affaiblit justement les hommes et les femmes, ce qui fait que quand la grippe arrive en 1917, ils se font ramasser. Fait que, tu vois, c'est ce qui est intéressant de la pandémie actuelle, du point de vue intellectuel, c'est qu'on revoit carrément l'histoire en se disant « Hey, ça devait être quelque chose, la grippe espagnole en 1918. Parce que maintenant, on le vit. On a l'empathie. Oui, tu sais, c'est ça le grand intérêt de l'historien puis de l'historienne, c'est de réduire la distance entre toi puis le passé. Puis plus tu réduis cette distance-là, plus tu es empathique à la chose. Si je te dis, en 1572 à Paris, on va passer au fil de l'épée 5000 protestants en une nuit, tu dis, ouais, c'est une statistique. Si tu vois le film La Reine Margot de Patrice Chéreau, les 30 premières minutes où tu as les catholiques qui rentrent dans Paris, puis carrément, à l'épée, là, ils commencent à ouvrir des gorges, puis les rues sont maculées de sang. Tu as cette espèce de saisissement émotionnel qui donne une distance, mais aussi qui te rend plus empathique. C'est Staline qui disait qu'1 million de morts, c'est une statistique, mais une mort, c'est une tragédie. Exactement, t'as raison. J'aime qu'on cite Staline. C'est qu'on est, nous autres. On cite un des plus grands bouchers de l'histoire. À quand le point Goodwin? À quand? Mais moi, souvent, quand je fais des jokes pour pas parler des nazis, je parle soit des premiers punchlines, je change par Staline ou les Khmers rouges. Comme là, je peux dire la même chose, mais j'ai l'air original, mais pas tellement. Ou Mussolini, si tu veux. Hein. C'est vrai! Ça marche aussi. Je veux... on va revenir à la pandémie, mais ça m'intéresse. Trump, parce que tu as dit Mussolini, est-ce que Trump est un fasciste? Ça, j'ai beaucoup de difficultés avec les associations qu'on fait. Tu sais, au début, quand Trump a pris le pouvoir, on dit, ça y est, c'est la montée du parti nazi. Arrêtez de faire ce genre de comparaison. Pourquoi? Parce que ça simplifie une situation qui est beaucoup plus complexe et ça donne justement un raccourci qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que Trump, c'est pas Adolf Hitler. Trump, c'est pas toutes les années, des années d'antisémitisme qui a vu naître le parti nazi. Ce n'est pas non plus le contexte. C'est pas une nouvelle idée, l'antisémitisme. C'est pas une nouvelle idée. Mais tu sais, le fascisme est une grande notion qui est basée beaucoup sur, comment dire, mettre de côté une population, marginaliser une population, mettre de l'avant la culture du soi, la propagande. C'est difficile dans une démocratie, je la mets entre guillemets, comme celle des États-Unis. Pourquoi? Parce que les mets dans guillemets. Ben oui, mais il y a des contre-pouvoirs qui sont extrêmement puissants. Puis les contre-pouvoirs, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les réseaux sociaux. Parce que tu peux dire tout ce que tu veux, mais d'un côté comme de l'autre. Il domine sur les réseaux sociaux. Il domine sur les réseaux sociaux, autant pour le meilleur comme pour le pire. Pourquoi? Parce que le New York Times en parle beaucoup, mais pour le détruire systématiquement. John Oliver en parle beaucoup, mais pour le détruire systématiquement. Puis tu sais, quand tu parles de polarisation, c'est là que tu le vois. Alors que à l'époque du fascisme, tu avais moins ces moyens de contre-culture, de contre-pouvoir qui nous permettent de, comment dire, de confronter la réalité. Puis même si on dit, oui, mais cet homme-là ne refuse la réalité, certes, mais on est encore capable de le dire, puis de le crier, puis il y a encore une capacité de mobiliser des gens pour faire face à des tyrans qui, carrément, ne devraient pas être là. Ça, c'est une évidence. Des gens qui bafouent la société, des gens qui bafouent les droits humains, des gens qui ne veulent plus entendre parler de ceux qui sont contre eux. Ça, il y a une tendance vraiment centralisatrice du pouvoir qui est problématique dans nos sociétés. Mais attention, hein, on regarde les États-Unis, souvenons-nous de certains projets de loi d'un certain gouvernement Harper qui, lui, faisait des projets de loi omnibus et qui rentrait, par exemple, le fait de pouvoir utiliser comme on le voulait les parcs, les grands parcs pour faire passer des oléoducs. Harper n'était pas un grand adepte de la démocratie quand on regarde certains des éléments. Il a reconnu la nation québécoise, il a mis en place la commission Vérité-Réconciliation, mais il y avait quand même en ses rangs un ministre de la Science qui était créationniste. Donc,
faut aussi regarder de notre côté. Puis même nous, on a des grandes tendances à se laisser de côté. La tendance antisémite au Québec, elle est là depuis longtemps. C'est pas neuf. Adrien Arcan, qui est un fasciste durant les années 30-40, voulait ouvertement mettre en fer carrément les Juifs. Plus encore, le mouvement des Hells Angels avait un groupe qui s'appelait les SS. Tu sais, on se dit, la meute, c'est neuf. Non, c'est pas neuf. Il y a une longue maturation que les Québécois n'ont pas voulu voir, n'ont pas cru voir. Et je pense qu'il y a un recul à faire sur l'histoire, réinterpréter l'histoire pour dire, on l'a échappé, et de voir tous les complotistes, les anti-masques, carrément les racistes et les fascistes au Québec, on les a laissés, justement, exister. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, la faillite de l'esprit, la volonté d'écouter les gens qui gueulent le plus fort, le fait des médias de donner la parole à ceux qui, pense-t-on, déménagent. Et là, il y a un danger, par exemple. Tu sais, la liberté de parole, elle est absolue. Elle est absolue. Mais est-ce que tout le monde devrait avoir voix au chapitre? Est-ce que, par exemple, dans un domaine où on discute de science, on aurait d'un côté un scientifique et de l'autre moi, qui n'ai pas sur secondaire 5. Peu importe, mais un climato-sceptique, puis on va leur faire débattre comme si les deux positions étaient légitimes. Elles ne le sont pas. Et c'est là qu'il y a un danger. Par désir en démocratie de vouloir opposer deux idées qui s'opposent en disant on laisse la place à tout le monde, on est en train de mettre de l'avant des idées qui sont dangereuses. Par exemple, celle de la Terre plate. J'ai fait une vidéo sur la Terre plate pour dire que les gens à l'époque médiévale n'ont jamais cru que la Terre était plate. C'est un mythe complet dès l'époque de l'Antiquité. C'est un mythe que c'était drôle de dire ça dans des films, puis c'est resté dans l'imaginaire collectif. Arrivé, il y a une personne à l'époque médiévale, une source qui cite en disant « la Terre est plate » et il disait ça en joke. C'est comme si tu pars une joke en disant « aujourd'hui, mon pénis est bleu ». Donc, on va dire... C'est mon genre, tu me connais bien. C'est mon genre. Mais tu vois un peu, c'est que ce genre de dérive est dangereuse. Puis d'écouter des platistes au Québec, de leur donner voix au chapitre, sincèrement... Il y a un homme qui est mort. Il y a un homme qui a voulu prouver que la Terre était bien plate. Il s'est fait une fusée et ben non. Un candidat aux Darwin Awards, on le salue. Mais là, il y a un problème, tu vois. Puis je pense qu'on a tous une responsabilité collective. Puis c'est là que notre société est problématique. Pourquoi? Puis la pandémie nous révèle beaucoup là-dessus. Depuis les années 80-90, qu'on a appelé le néolibéralisme, met de l'avant la réalisation individuelle. Toi, Thomas Levac, tu dois te réaliser comme individu. Et c'est ça qui va faire que tu vas devenir dans la société. Puis là, avec la pandémie, on dit à tout le monde, gang, si on s'en sort, on va s'en sortir ensemble. Oui, mais là, ça fait des années que vous nous dites que le seul moyen de devenir puis d'exister, c'est de le faire tout seul, des fois contre les autres. Non seulement ça, dans l'idée néolibérale, c'est si tu deviens extraordinaire, tu vas aider tes semblables. Ça va aussi loin que ça. Oui, ce qu'on appelle le ruissellement. Voilà. C'est, pour l'autre métaphore, on utilise des belles images, avec la marée, tous les bateaux montent. Voilà. Fuck you. Écoute, ce n'est absolument pas vrai. C'est une vue de l'esprit, c'est un récit, c'est une rhétorique. Mitt Romney, les milliardaires, ils appelaient les job creators. Ben non. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de penser que ces métaphores-là s'incarnent. D'une grande compagnie, tu n'as rien fait pour, tu es un job creator, tu es juste né. Puis tu le sais comme moi, il y a des gens qui partent avec 2 prises et demie dans la vie, puis il suffit qu'ils aient un petit accroc pour qu'ils se retrouvent dans la rue. Et d'autres qui commencent au 3e but. Ben oui, carrément. Puis quel est le but de la société? Avec Barry Bonds au bâton. Même il y en a qui commencent à frapper puis qui disent « Mulligan » avant même, puis il y en a 23 Mulligan. Mais tu sais, le but de la société, c'est de soutenir ce filet social. Puis c'est là que le problème de la pandémie actuelle nous met en pleine face le problème qu'on a mis de l'avant dans la société. On dit on veut moins de gouvernement, on veut payer moins d'impôts, on veut être tout seul. Oui, mais si vous êtes seul, vous allez être dans la marde. Vous pouvez pas vous payer de police, vous pouvez pas vous payer un réseau d'aqueduc, vous pouvez pas avoir des gens qui viennent chercher vos poubelles devant vous. Puis on a laissé les gens dans cette idée selon laquelle moins ils payaient d'impôts, plus ils allaient être heureux. Mais c'est impossible. Cette adéquation ne se fait pas. Le seul moyen d'arriver à quelque chose en société, puis l'histoire nous le montre, c'est de le faire ensemble. Tu sais, tu peux avoir Sidney Crosby dans ton équipe, puis, je sais pas, 52 André Racicot, t'arriveras à rien. Mais si t'as quelques bons joueurs dans une équipe, mais pas une grosse vedette, tu vas être meilleur que l'équipe qui a Sidney Crosby puis 4-5 poteaux avec eux. Ça, c'est une évidence. Là. Ron Fournier, je pense pas qu'il se raconte pas là-dessus. D'ailleurs, on salue dans sa retraite. Mais, et c'est là que je pense que le gouvernement a à changer son fusil d'épaule. Tu peux plus dire aux gens,
payer moins d'impôts. Tu peux pas dire aux gens, faites les choses tout seul. Aux États-Unis, il y a beaucoup la notion, la communauté. Il faut que la communauté s'aide. Cette idée de collectivité, je suis pas du tout communiste. Qui est pas clair. Il est pas du tout clair. La communauté, Non, est-ce que c'est mon État? Est-ce que c'est ma ville? c'est mon Est-ce que- église aussi pour Voilà. certains. Bien sûr. Mais, Ce qui est légitime. Si tu passes 12 heures par C'est vrai. semaine là-bas, c'est ta communauté. mais le lien qu'on tisse avec les autres est déterminant dans le rapport qu'on a dans la société et envers nous-mêmes aussi. Tu sais, on dit « No man is an island, no woman is an island ». C'est vrai. Tu peux pas te couper de la société en pensant que tout va bien se passer. Tu peux pas te couper de la société en disant « Elle va vivre toute seule ». Et que tout le monde fasse ça, ça marche plus. Tu peux pas dire aux grands de ce monde « Ne payez plus d'impôts, C'est on vous fait Margaret confiance. Thatcher qui avait dit que la... There is no such thing as society. Voilà. On sait ce que ça a donné, hein? Margaret Thatcher qui a cassé les syndicats, qui a cassé aussi beaucoup l'esprit d'entreprise malgré elle, qui a cassé aussi la volonté qu'avaient les gens de croire en la politique. Je crois en la politique. Moi, je crois qu'on peut arriver à des belles choses. Je crois que des femmes et des hommes sont capables de nous inspirer, de nous amener à être meilleurs que nous-mêmes. Mais pour ça, il faut que nous-mêmes soyons prêts à dire, on le met un peu entre vos mains. On vous croit. Au début de la pandémie, tout le monde était derrière le gouvernement Legault. On dit, on vous suit. Let's go. Puis c'était beau quand même, tu sais, cet effort de solidarité, cet effort d'entraide, cet effort d'esprit public, cet effort qui voulait la santé publique. On s'arrête pas beaucoup à ces mots-là. La santé publique. La santé de tout le monde, la santé de nous collectivement, qui va aider l'individu. J'ai des actions pour aider une personne que je ne connais pas. C'est ça, tu sais. Faut être capable de penser aux autres, faut être capable de penser... Tu sais, on se dit, pense à ta grand-mère. On dit ça parce que des fois, les gens n'arrivent pas à se représenter que la personne à côté d'elle peut crever et que c'est moi qui soutiens ça. Mais c'est l'argument de bien des complotistes et des anti-masques, c'est « Mais t'en connais-tu, toi, du monde qui l'ont? » Non. Ben, ça doit être faux. C'est un argument très, très répandu. C'est moi très con, mais c'est quand même... Mais tu sais, c'est un sophisme. C'est un sophisme dangereux. Puis tu dis, garde, moi, j'ai jamais vu de près la Lune. Rendu là, puis tu peux l'extrapoler. T'étais-tu là pendant le Moyen-Âge? T'es-tu sûr que ça s'est passé? Tu sais, c'est pas de l'esprit critique, c'est de la stupidité au carré. Oui, c'est un enfant de 9 ans. Là. Oui. Je suis mal au Japon, le Japon n'existe pas. Là, Puis entre toi puis moi, tu sais, quand ils disent « Faites vos recherches », moi, j'ai envie de dire « Fuck you, fais tes recherches. » OK, garde, ce que tu vas faire à partir de maintenant, c'est que tu vas rentrer dans une salle de chirurgie, puis tu vas dire quoi faire au chirurgien parce que tu as regardé une page sur Wikipédia. Le gars, il a 25 ans d'études, 10 ans d'expérience. Il sait, écoute, on l'a fait chier comme pas possible parce que, justement, la science évolue non-stop. Non-stop. Pour être ultra spécialiste de quelque chose, ça demande une volonté puis une application que tout un commun ne peut pas avoir. Puis c'est ça, la confiance que tu as envers tes institutions. C'est ça la confiance que tu as envers les scientifiques parce que le gouvernement donne des crédits pour former des gens. On forme des médecins, on forme des intellectuels, on forme tout un ensemble de gens qui nous élèvent collectivement. Puis si toi, Ticlin, qui connaît rien, qui n'a rien fait, décide de remettre en doute sur aucun postulat la volonté d'un médecin d'aider les autres, puis que ce gars-là, le Ticlin, a autant de visibilité que le médecin, là, il y a un problème. Non seulement il y a un problème, mais moi, je suis d'avis que la plupart des complotistes ne pensent pas ce qu'ils disent, c'est que c'est payant. Il y a moyen de faire de l'argent sur Internet. Oui, puis tu peux plus revenir en arrière. C'est que, je sais pas si tu avais vu le film Beyond the Curve sur les platistes sur Netflix. Puis ils suivaient des platistes dans leur histoire. Puis il y en a un dont il y en a tellement qui ont un titre, c'est génial. Ben oui, c'est ça. Puis ce que tu voyais surtout, c'est que tu voyais deux choses. Premièrement, c'est des gens qui n'avaient pas de relations sociales, qui étaient un peu marginaux. Ah, c'est pas des gens qui avaient plein d'amants? Non, il était pas... C'est difficile de faire mes recherches, je fais trop l'amour. Puis l'autre élément que tu voyais, c'est qu'il était tellement profond, tellement deep dans la matrice qu'il ne pouvait plus en sortir. Même s'il se disait « Hey, merde, ça marche plus mes affaires. Tu peux plus en sortir. » Tu sais, ça revient à ce que je te disais au départ. Comme intellectuel, il faut toujours que tu te laisses un espace pour « Peut-être je me trompe. Peut-être j'ai pas raison. Peut-être que lui va m'apporter des arguments. » Sauf que le problème, quand tu arrives avec ces gens-là, c'est qu'ils ne gardent pas cet espace-là. Deux personnes, deux intellectuels qui arrivent puis qui discutent, il n'est pas rare qu'à un moment donné, puis ça, c'est Serge Bouchard qui disait ça, parce qu'il y a son émission avec Jean-Philippe Plou à Radio-Canada, puis il dit, nous, quand on tape un sujet, quand on regarde un sujet, on ne va pas y aller direct. On va rayonner autour du sujet.
Ce qui fait qu'on va le regarder de différents angles, on va en discuter. Puis donc, cette approche-là amène l'esprit critique beaucoup plus. Tu sais, t'as un Éric Duhem qui, lui, punch. J'allais dire, puis réfléchit après, mais je suis même pas sûr Non. qu'il réfléchit. Non. C'est qu'il devient une persona de lui-même. Il ne peut plus se sortir de son personnage. Ce qui est drôle quand t'es François Bellefeuille, moins... Non, mais c'est vrai, mais François Oui, c'est vrai, ça c'est fonctionne vrai. pour François Bellefeuille, puis il peut s'exprimer. Puis on Mon Dieu, commence tu viens à de révéler quelque chose. Éric Duhem est un humoriste qui fait un long reportage Bien de sûr. 25 ans, puis il va nous sortir ça Mais moi, bientôt. je ressemble beaucoup plus à Éric Duhem qu'à toi, mettons. Hey, Je comprends Éric Duhem. Non, mais j'ai comprends. C'est pour ça que moi, je suis dans le monde du spectacle. J'ai comprends, moi, ces hommes et ces femmes qui virent fous en ondes. Mais c'est de la mise en spectacle. Ben, bien sûr, et ça. c'est facile. Ouais. C'est facile. Juste parler un peu fort et dire des choses qui sont niaiseuses, mais non, c'est facile. Oui. Mais il faut faire attention. Mais tu sais, ça, j'ai appris. Tu sais, quand je te disais, moi, j'ai décidé d'aller en espace public, j'ai appris à ce que c'est que puncher. J'ai appris à... C'est le fun, hein? Ben, c'est le fun, mais tu sais, pas Mais c'est puncher, raconte. mais pas pour rire, c'est ça l'affaire. Mais bien sûr, mais quand j'ai punché, c'est que c'est une manière Oui, de oui. faire para, c'est de la musique, c'est para, paf. Paf! Maintenant, je me dis, quand je vais dans une entrevue, quelle qu'elle soit, les 15 premières secondes sont à moi. Bien sûr. Puis c'est moi qui décide. Puis je me l'écris. Puis je travaille beaucoup. Tu sais, les gens disent « Hey, t'es beaucoup dans l'espace public. » Mais je travaille comme un débile. Puis si vous pensez à chaque intervention, j'improvise, je sais ce que je vais dire. Je me dis 3 choses. Qu'est-ce que je veux dire? À qui je veux le dire? Comment je veux le dire? En passant, les humoristes qui nous écoutent ou les proches, ceux qui veulent devenir humoristes, c'est d'excellents conseils. Mais c'est vrai, parce que tu dis, si tu veux parler à tout le monde, ton message va être vide. Tu veux cibler certaines personnes, puis tu veux le dire simplement. Si, par exemple, je voulais m'adresser à des intellectuels, je ferais pas du sujet-verbe complément. Je ferais des incises, je rapporterais, je reviendrais, ça serait compliqué, je prendrais un langage ésotérique parce que ça leur plaît, puis c'est le milieu qui Mais t'as veut pas ça. ce verbe-là à salut, bonjour. non, mais ça t'arrêtait le matin aussi. Non, tes aides, là. mais aussi, c'est que tu te dis, si les gens comprennent pas dans ces médias-là, c'est de ta faute. Bien sûr. C'est toi qui n'as pas fait l'effort, parce que bien t'es sûr. capable. Tu parles. Si t'es le seul à parler et on ne te comprend pas, tu dois Oui. t'es le responsable. Sinon. Mais il faut que tu aies l'humilité d'avoir des notes. Tu sais, ma blonde est comédienne, puis à un moment donné, était au théâtre, puis le metteur en scène, qui est René Richard Cyr, je vais à la Générale, puis je dis « Hey, je peux-tu rester pour les notes? » Fait que là, il dit « Oh, tu peux rester. » Je me mets dans le fond du TNM, puis René Richard se met sur la scène, il y a tous ses acteurs dans les premières rangées, puis là, il donne ses notes. « Toi, t'étais trop vite. Toi, ça allait pas, telle affaire. OK. » Puis il notait tout, puis il appliquait. Puis j'ai fait « OK, mais vous contestez jamais les notes? » Puis là, ma blonde m'a dit « On m'a appris au conservatoire, quand on te donne une note, tu l'essayes. » Fait que tu donnes toujours cet espace pour changer, adapter. Puis, tu sais, comédien, humoriste et autres, vous essayez des affaires. Vous êtes tout le temps dans le... Puis vous êtes en recul par rapport à vous-même. Puis c'est là que je voulais en venir. Quand moi, je vais dans l'espace public, il faut que j'ai un recul par rapport à moi-même. Faut pas que je me dise « Hey, c'était parfait, tout était bon. » Non. Tu as des tics littéraires, tu as des formules, tu as des montées dramatiques, tu n'as pas parlé assez fort. Bref, faut toujours que tu reviennes sur ce que tu as fait pour dire qu'est-ce qui marche pas. Puis tu sais, les vidéos YouTube, c'est tout le temps la même affaire. Je la regarde, je fais ça marche pas. C'est difficile ça à marche monter pas. sa propre personne. Oui, c'est difficile, mais moi, je le fais comme quelqu'un d'autre. Parce que je monte mes vidéos, mais je vois mes tics, puis ça m'aide beaucoup. Puis le ton de voix, comment monter, comment descendre, où se placer. Puis, écoute, les premières vidéos, vous regarderez, là, je me suis assis parce que je m'enregistrais debout, puis j'arrêtais pas de bouger comme ça. Puis sans arrêt. Mais là, on le voit, je bouge beaucoup. Mais assis, ça me calmait. Sauf que les mains n'arrêtent pas de bouger. Mais ça, c'est des trucs que tu travailles. Fait qu'à un moment donné, j'essaye de me tenir les mains, puis je fais « Ah, ça manque de dynamisme. Ah, puis en le faisant, tu te dis « Oh, mais c'est bon. » En le regardant, tu dis « Oh, c'est moins bon. » Non, c'est vrai. Bien sûr. Puis tu dis « Hey, j'étais off, là. » Où je parlais vite, puis tu dis « Hey, non, ça rentre bien. » Puis c'est impressionnant de voir à quel point d'essayer différentes affaires, ça change. Fait qu'il faut pas se dire, OK, c'est beau, je l'ai, je bouge plus. C'est toujours un work in progress. Puis même quand tu as une vidéo qui marche super bien, tu dis, OK, je touche plus à rien, je fais, non. Faut toujours. Parce qu'il faut pas oublier, ça a marché parce que tu surprends. Oui. Alors, si tu répètes ce que tu as fait. Si tu savais, parce que je me suis mis beaucoup sur des livres de marketing puis des affaires comme ça pour essayer de comprendre. Non, mais c'est vrai. Bien tu sûr. te dis, y a-tu un silver bullet quelque part que je connais pas, ou y a-tu une formule, y a-tu des textes, y a-tu. Puis j'en lis beaucoup sur le branding, le storytelling. Puis je pousse ça à fond. Puis à un moment donné, tu te dis, tout ça, c'est très beau, mais je peux pas ne pas être moi-même. Je peux pas écrire comme quelqu'un d'autre. Sinon, je vais faire ce que tout le monde fait. C'est utile,
ce que je lis. Mais finalement, ça fait juste m'aider à mieux tailler le texte. Parce que, tu sais, le bloc de marbre que je chie, là, pour le dire comme ça, je peux le tailler, mais il va toujours être le même. Ça va toujours être pareil, ce que je vais faire. C'est du Laurent. Oui, mais c'est pour ça que les gens, tu sais, quand ils se lancent sur YouTube, un podcast ou autre, ils disent « Hey, je vais faire comme telle personne. » Tu sais, c'est comme quand j'ai commencé à enseigner. T'enseignes, écoute, moi, j'ai eu mon doc à 26 ans. J'ai enseigné à 27 ans. Brag! Puis, mais j'étais jeune, j'étais très Mais jeune. c'est très jeune. Puis t'arrives devant une classe à l'université. Il y a des gens à 27 ans qui savent pas dans quoi ils vont commencer leur bac. Fait que c'est bon, là. Mais tu sais, t'arrives dans une classe, puis tu dis, qu'est-ce que je fais? Ben là, tu singes. Tu singes tes maîtres. Tous ceux qui t'admirent, tu prends, puis tu fais exactement comme eux. Puis avec le temps, C'est pareil en humour. tu te dis, hey, ça marche plus, ça. Hey, il me semble que je suis plus à l'aise là-dedans. Puis les notes, au départ, que tu suivais fil, maintenant, tu te laisses une réflexion beaucoup plus grande, puis ton esprit, puis c'est ça que j'adore, moi, comme enseignant, c'est que tu peux redire le même cours, mais tu comprends les choses différemment en les disant, puis ça t'amène ailleurs. Puis tu sais, la variation de ton, tu sais, c'est des cours de 3 heures. Tu peux pas puncher pendant 3 heures. À un moment donné, tu as des moments où ça se dépose, tu réfléchis, puis là, tu pars dans ton esprit, mais ça te dérange pas, puis tu dis, on va voir où ça va aller. Puis à un moment donné, c'est un dead end, puis tu fais, ben écoutez, ça n'a pas marché, je reviens. Puis le plaisir de se laisser aller avec ça. Tu sais, l'image du grand prof d'université qui arrive avec son veston, les patchs en cuir, avec sa grosse barbe blanche, je suis pas loin, là, la pandémie m'en a fait gagner une coupe. T'arrives, puis il parle. Il parle, puis tu dis, ah, il improvise. Non, il improvise pas. C'est ça l'affaire. C'est des années de métier, c'est des années de travail à se faire chier, à essayer des affaires. Puis lui, il arrive au concentré de tout ce qui marche. Mais les grands maîtres ont l'impression de juste être. Ouais. C'est ce qu'ils sont. Ouais. C'est vrai, de juste être. Mais il y a tellement de travail. Beyoncé, tu avais l'impression que c'est très facile ce qu'elle fait. Non, ça, par exemple, on le sait que... Tu le sais, toi, quand tu arrives sur une scène, là, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Tu sais, les gens qui se disent, j'ai juste besoin de le faire. Oui, tu as juste besoin de le faire, mais attends-toi pas que ça marche du premier coup. Attends-toi que tu vas travailler comme un débile. Ce qui risque d'arriver, c'est que le premier coup, tu vas être ton meilleur spectacle. Ta meilleure performance. C'est vrai, t'as raison. Tu vas vouloir le refaire, puis ça arrivera jamais. Mais écoute, moi, j'avais pris des cours de théâtre, parce que quand je faisais ma thèse, il y a une certaine volonté de mise en représentation de moi aussi, puis je prenais des cours de théâtre, puis j'avais même mis en scène une pièce de théâtre à l'Université Laval quand je faisais mon bac, qui était Le mariage de Figaro. Regarde bien ça, je m'étais donné le premier rôle, puis je faisais la mise en scène. Ah, Xavier Dolan, c'est parfait. Puis Faisais-tu les costumes? Non! J'avais eu un prix qui était le prix Robert Lepage, puis Robert Lepage m'appelle et me dit, écoute, pour le prix, je t'inviterai à faire un stage avec moi à la Caserne Ex Machina. Fait que je suis allé, puis c'était Zulu Time qui était en train de monter, puis il y avait Peter Gabriel qui était là, qui faisait sa musique. J'ai essayé de séduire sa fille, je me suis pris un râteau pas possible. Mais vraiment, là, tu sais. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, ben en gros, c'est Gemma, c'est Mélanie, donc Gabriel, puis là, je lui dis, écoute, ça te tenterait pas de temps en temps que j'aille te présenter la ville de Québec? Je dis, c'est vraiment beau. Elle dit, non, c'est beau, je l'ai vu déjà. Ah. C'était pas une grosse approche, là. C'est une grosse approche. Oh oui, c'est une grosse approche. Mais... Elle t'a vu venir. Elle m'a vu venir. Ah ouais, elle a vu ta belle courbe, là, puis non. Crash and burn. Mais tu sais, c'est fantastique. j'ai pris des cours de théâtre après ça pour me dire, hey, c'est ça que je veux faire? Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que le prof de théâtre que j'avais à Paris, il me disait, t'intellectualises trop les choses. Puis il dit, le problème de certains acteurs, quand ils ont quelque chose de bon, ça devient mécanique. Ils refont systématiquement l'affaire parce que ça marche contre l'émotion vive que tu peux avoir en toi. Puis c'est ça que j'essaye d'avoir quand j'enseigne, de me laisser porter, mais tu sais, la liberté à travers les contraintes. Carrément ça. La liberté à travers les contraintes. Tu vas toujours en avoir des contraintes. Les gens qui disent « Je peux faire ce que je veux! » Non, tu peux pas faire ce que tu veux. Parce qu'un spectacle, ça dure 1h30, puis les gens veulent que ça punch. Ou encore, tu donnes un spectacle ou un cours de 3 heures, ils veulent apprendre quelque chose. Mais tu te dis « Faut que j'aille avec l'émotion que j'ai aujourd'hui, puis jamais refaire la même affaire. » Parce qu'il y a des profs qui arrivent, ils pèsent sur la cassette, on part. C'est parti. J'ai de la difficulté à faire ça. Mais c'est une mise en danger systématique. Mais j'apprécie que tu sais et que tu m'en pratiques que enseigner, c'est aussi de la mise en scène et du jeu.
Moi, j'ai voulu devenir humoriste en regardant un professeur. Ouais. Parce que j'étais jaloux. Pourquoi lui peut parler à 30 personnes, puis pas moi? Là, je prenais sa place, puis on m'a mis dehors de l'école. Bref, mais c'était ça. Il y a une théâtralité à l'enseignement. Oui, complètement. Puis Beaucoup plus que de la... Oui, il y a de la psychologie infantile, je comprends, mais aussi beaucoup de théâtralité. C'est très important. Oui, puis ça, T'es un orateur. Mais tu sais, on n'arrête pas de parler des compétences, puis des affaires, puis du transversal. Tu sais, mon ton te donne un peu l'idée de ce que j'en pense. Moi, je fais comme, peux-tu juste enseigner? Tu sais, c'est plate, là, mais le feu d'une classe remplacera jamais tous les cours de pédagogie que tu peux avoir. Moi, je crois en deux choses pour l'enseignement. Connais des affaires, étudie non-stop sur ton sujet, puis fais-en souvent. Tu vas être un mauvais enseignant au départ. Tu vas trouver que tu n'es pas bon, mais tu vas définir ton style. Mais lis. Tu sais, ce qu'on appelle le disciplinaire, là. Tu vas être un prof d'histoire, lis sur l'histoire. Le sens, l'intérêt, la passion va transpirer beaucoup plus que n'importe quelle technique pédagogique. C'est utile, les techniques pédagogiques. J'en utilise aussi. Tu sais, on fait des études de sources, de l'analyse iconographique, des affaires comme ça. Mais au final, faut que tu connaisses des affaires. Ce qui fait les fondamentaux, là, c'est beaucoup plus. Oui! Puis tu sais, moi, je trouve qu'au Québec, on est en train d'errer en disant qu'aujourd'hui, pour enseigner pas à l'université, mais au secondaire, il faut que tu fasses 4 ans de bac en pédagogie. C'est absurde. Fais 3 ans de bac. On fait beaucoup, à mon humble avis, on fait beaucoup disciplinaire. plus des gardiennes d'enfants que des profs. Mais tu sais ce qu'on dit, hein? Those who can do teach, those who can teach, teach teaching. Ah, génial. Fait que, tu sais, puis c'est là que, tu sais, tu disais tout à l'heure, c'est une mise en scène. Oui, puis moi, je te dirais quasiment, il faudrait qu'ils prennent des cours de théâtre. Mais bien Les sûr! profs. Mais bien entendu. Mais tu sais, là, tu viens de porter ta voix, l'art de porter la voix aussi, puis de, tu sais, d'emplir. Il y a quelque chose Oui. là-dedans à aller chercher. Il y a Puis des gens qu'on dit que tu as une voix ennuyante. C'est pas ma voix. Pas comme dire tu mesures 6 pieds 1, tu peux rien faire. faut que tu place. Bien sûr. Oui. Tu t'adresses à 30 personnes. Oui, puis t'arrives, c'est un show. Moi, écoute, à Les chaque... aujourd'hui, ils sont tout le temps sur leur selle. Ils sont tout le temps sur leur selle parce que t'es plate. Ben, moi, je les interdis de regarder un sel, leur sel, puis je leur dis, si je veux pas que je vous mets dehors, mais ils sont sur leur ordi, mais je dis, ça se voit sincèrement, Bien sûr. ça se voit. Mais les cours de théâtre, ça serait fondamental à avoir. Puis plus encore, c'est qu'un prof d'art dramatique leur permettrait de s'ouvrir au monde. Moi, je dis à mes étudiants, si vous allez pas au théâtre, si vous regardez pas les journaux à l'université, je fais, ben la société québécoise s'en va dans le mur. Je dis, si vous, qui êtes supposés être des gens qui êtes érudits, faites pas ça. Puis je dis, tu sais, je leur ai fait étudier du Molière, du Shakespeare, du Marivaux, du Beaumarchais. Faut aller les voir. On en monte au Québec. Puis vraiment, on a... Ou des créations. On a des très bons créateurs. Non, mais ça, c'est hallucinant. Mais tu sais, il faut qu'il y ait une base classique. Puis moi... Je dirais même, je pense que ce qui, à mon humble avis, ce qui tue un peu le théâtre, c'est une pièce à Denise Pelletier à midi. Fait tout croche. Ben, j'aime beaucoup C'est Denise bien. Pelletier. Il y a mais des beaux trucs. c'est aussi aller voir des créations. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. toi. Nos grands comédiens, c'est au théâtre qui s'expriment. Allez voir, si t'es un acteur qui te fait triper, tu sais qu'il est au théâtre, Ah vas-y. oui. Mais tu le vois, hein, le choc du théâtre est hallucinant parce qu'un acteur à la télé ou dans un film, tu le vois au théâtre, tu fais « Ouh, OK. » Ben oui. C'est 2 coches en dessous, puis t'as des acteurs qui projettent, Ouais. qui ont une présence, qui sont hallucinants. Tu sais, Anne-Marie Cadieux qui arrive. Moi, je l'avais vu dans Coriolan, monté par Robert Lepage, une des magnifiques pièces que j'ai vues au TNM. Je suis un grand fan de Robert Lepage, de tout ce qu'il fait, sa vision des choses. Ah, puis le grand spectacle, moi, qui m'a marqué à vie, là, quand ils ont ouvert le Diamant, ils ont fait les 7 branches de la rivière Otta. 7h30 de pièce. On y va. Tout le monde se dit, hey, c'est plate. Le plus beau show de ma vie. J'aime Hydro, ça dure 4 heures, ça passe vite. Ah, mais tu sais, tu rentres dans une expérience. Puis, Christine Beaulieu est hallucinante là-dedans. Mais les 7 branches de la rivière Otta, 7 heures de show, là. Puis, tu sais, t'as 1 heure de show, pause, 2 heures de show, pause. OK, là, tu peux faire venir ton Pokéball, tu manges. T'es comme tout dans l'entrée du théâtre Le Diamant. Tu vis quelque chose, tu te déconnectes de ton cellulaire. T'es coupé du monde. Et c'est bien, des fois, l'art, ça peut te faire couper du monde. C'est très Oui, agréable. vraiment. Puis c'est là que tu vois pendant la pandémie à quel point ça nous manque. Puis c'est à quel point je suis en colère. Mais tu dis ça, mais hier, j'ai fait un spectacle dans un parc qui faisait 12 dehors. Tout le monde avait découvert qu'il y avait une 50aine de personnes. J'avais un désir de voir le spectacle. Ben oui, puis la communion avec les gens. Puis ça m'hallucine de voir à quel point le gouvernement est lent à financer ou à aider ces milieux-là. Hey, le théâtre est en train de se mourir. Oui. Le milieu des arts vivants est en train de crever. Les musiciens ont pas une scène. Tout le monde. Puis, en fait, je dis à mes amis, je dis, renommez-vous Bombardier. Créez une entreprise, puis appelez-vous Bombardier. Ils vont vous donner 1 milliard, ça se trouve. Parce que
Mais c'est hallucinant. On se dit, on vante la culture québécoise, on vante la langue française. C'est un gouvernement, la CAQ, qui dit, il faut avoir une identité forte. Fuck you, votre identité est là, et dans les arts vivants, c'est toute l'histoire du Québec à travers Speak White, à travers le TNM, la compagnie des... Tu sais, tout ça. Ils vont des champs. Mais tout ça est là, puis vous dites rien, vous faites rien. On dit, on va vous aider. Vous donnez des pinottes, mais ça devrait être massivement, les tournages devraient être soutenus par le gouvernement du Québec. Ça devrait être un acteur majeur. Tu sais, le désinvestissement de l'État dans la société, les arts, là... C'est pas épeurant, par contre, que l'État décide quel art peut être fait et peut pas être fait. C'est un ami journaliste qui m'a dit ça, puis j'ai trouvé ça intéressant. Il disait, c'est dangereux, cette société. C'est l'État qui donne son apport à tout. Ça, c'est drôle. Moi, j'adore que l'État me finance. Non, mais c'est une très mauvaise conception de la chose. Pourquoi? Je vais te faire le parallèle avec le système qui est le mien, celui des universitaires. Nous, on a des subventions du gouvernement pour faire nos recherches. Fait que là, il y a des gens qui disent « Hey, c'est ça, c'est le gouvernement du Canada qui te dit quoi faire. » Non, c'est pas de même ça marche. J'ai été président d'un... Mike Ward veut dire ça. Mike Ward veut tout le temps dire, il fait un podcast dans un club qui lui appartient, puis il se fait dire, tu es une autruche. Le gouvernement t'envoie de l'argent pour nous faire mettre des masques, puis il dit, je suis en état d'ébriété. Je sais pas ce qui se passe. Je veux pas aider personne à rien. Je veux juste divertir le monde, man. Mais tu sais, la manière dont ça se passe, c'est que tu as des universitaires de partout au pays qui viennent, qui reçoivent les dossiers que les chercheurs soumettent, et c'est eux, de manière collégiale, qui choisissent, ou plutôt qui déterminent avec des facteurs quels sont les meilleurs dossiers. Fait que c'est pas le gouvernement qui choisit. Puis de la même manière, tu peux faire ça avec les artistes. Le gouvernement donne de l'argent à un organisme qui, eux, va un peu comme le Conseil des arts du Canada, mais c'est pas les meilleurs qui sont dans ces organismes. Ben, c'est là qu'il faut que, collégialement, les gens qui sont intéressants donnent de leur temps. Moi, je suis d'avis qu'une des raisons pour il y a plusieurs raisons au succès du bordel. Une des raisons, c'est que les gens qui dirigent le bordel sont très intelligents et les autres institutions humoristiques ne le sont pas. Oui, ben tu sais, c'est toute la tension entre le public et le privé. Il y en a qui disent qu'il faut prendre les méthodes du privé puis les adopter au public. Je suis moyen d'accord avec ça parce qu'il y a certaines choses, tu feras jamais d'argent avec ça. Mais jamais. C'est correct de faire de l'argent. Moi, je parle du succès, c'est que les gens apprécient. Ah oui, je parle pas d'argent. Je parle que les gens au bordel, ils connaissent plus l'humour que les gens juste pour rire. Ça, c'est sûr. C'est indéniable. Ah oui, ça, on est d'accord. Là. Par contre, c'est l'État qui finance juste pour rire. Oui. J'avoue que je connais moins le milieu de l'humour. C'est génial! On va en parler plein d'affaires, le fun. Connais-tu Gilbert Rozon? Gilles! Non. Gilbert Rozon, c'est un gars, il pense que c'est un pimp en 1976. Il a une canne, puis il aime vraiment ça, voir des parties génitales. Bon! Ça, c'est Gilbert. C'est pas le pire! Non. Mais tu sais, c'est que l'État a un rôle à jouer. Puis l'État a une capacité d'avoir les institutions qui font rayonner le Québec. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un théâtre comme l'équivalent de la Comédie Française? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un théâtre d'État qui tourne en province et que des pièces soient organisées avec un budget? C'était pas à Montréal ou Québec? Comment tu vois le théâtre? Je sais pas. Hein? Ben oui, non, mais t'as des tournées. T'as les tournées qui se font à gauche-à-droite. C'est tough, là. Vendre des billets, c'est tough, là. Oui, mais ça doit se faire, tu sais. Build it and they will come, à un moment donné. Puis tu pourrais même aller plus loin. Moi, je suis un contribuable, je paye mes impôts, puis très bien, c'est parfait. Mais comment ça se fait qu'à Radio-Canada, j'ai pas mon émission de littérature à la télé? Comment ça se fait que je n'ai que des talk shows? Comment ça se fait que je vois... par devers moi, puis je suis désolé, tu fais partie du milieu, je ne vois que des humoristes partout. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'émission de débat? Comment ça se fait que... Puis l'État, même si ça marche pas, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça rallierait une certaine catégorie de la population, devrait l'offrir. 210 000 personnes qui regardent une émission de littérature, c'est gigantesque. Ben oui, mais tu sais, plus on est de fous, plus on lit, à Radio-Canada, qui est magnifique, qui est une grande émission, puis qui trouve son public, puis c'est correct. Puis on devrait l'offrir, ça, à la télé d'État, à laquelle je crois, par chance, là, on passe à travers des podcasts. Aussi, il y a aussi Tout.tv. Oui, je m'en venais là, Tout.tv est capable d'offrir. Puis ça, c'est ce qui fait... Mais tu sais... c'est-à-dire, parlons de la télévision. Oui. Ma blonde est agente. Et à une époque, une de ses artistes l'a appelé en disant « J'ai le goût de rénover ma cuisine. Pogne-moi un talk show, pogne-moi une émission de rénovation qui vient ici. » Puis ma blonde a pris le téléphone et ça s'est produit. C'est curieux que... il y a eu autant d'émissions de rénovation. Je te dirais pas le nombre de projets que j'ai pitchés qui n'ont pas marché. C'est fou. C'est quand même fou qu'il y ait autant de place à la rénovation, autant de place
à la cuisine. Mais ça me dérange pas, ça, à la limite, parce que... Oui, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui veulent ça, puis jamais je vais être de ceux qui vont dire « Vous avez tort d'aimer ça. » Puis c'est correct. Moi, ils n'ont pas tort d'aimer ça, ils ont tort d'en mettre autant. Oui, mais moi, j'adore Occupation Double, j'adore Un souper presque parfait. Souper presque parfait, c'est mon plaisir coupable solide, ça. C'est correct. Mais en même temps, j'aimerais ça avoir un équivalent de, je sais pas, La Grande Librairie. J'aimerais ça. Marie-Louise Arsenault, qui était 40 dans les médias, qui est une grande émission. Vraiment. Tu as déjà aussi mentionné, il y a pas de place pour les jeux vidéo à la télévision. Et les jeux vidéo prennent beaucoup de place dans la société. C'est vrai. Sur l'art dans les jeux vidéo aussi, parce que c'est le premier médium. Écoute, j'ai travaillé dans les jeux vidéo, je le sais. Puis ça, c'est vrai. Grand Theft Auto, c'est une œuvre. Oui, je suis d'accord avec toi. Comment la lumière. N'importe qui aime le cinéma regarde Grand Theft Auto, il fait waouh, la lumière. Quelle lumière de Californie, c'est réussi, c'est une œuvre d'art. Puis en plus, au Québec, on est un des leaders mondiaux du jeu vidéo. C'est assez paradoxal, ça. Mais on est nulle part des médias. Ils sont plutôt nulle part des médias. Mais, tu sais, c'est là que tu te dis... Moi, c'est pour ça que j'ai parti ma chaîne YouTube, parce que je me dis, je vais le faire. Oui! Je vais le faire. Puis, mais c'est difficile au Québec, par exemple. C'est très difficile. Tu sais, quand je t'ai dit que je suis allé en France pour regarder un peu leur écosystème, ils sont financés. Le gouvernement donne de l'argent aux YouTubeurs. Oh, ouais! Et il y a une chaîne qui s'appelle Arte, que tu connais, bien sans sûr. doute. Et ils ont créé un truc, et je vous invite à aller le voir, ça s'appelle le Vortex. Ils prennent 5-6 YouTubeurs, ils les mettent dans un appartement, puis ils produisent... C'est comme une saison. Ils produisent une quinzaine de C'est Love Story, vidéos. mais avec des gens qui ont du talent. Oui. Mais tu sais, ils parlent pas d'eux, ils parlent de leur sujet. Là, il y en a un, à un moment donné, il y a une historienne, il y a un gars qui est spécialisé sur les crimes en série, une autre qui est spécialisée sur le cinéma, un autre sur l'actualité scientifique. Puis en gros, ils tournent ensemble, ils s'échangent les sujets. C'est super bien fait. Mais tu sais, c'est qualité cinéma sur YouTube. Puis ça, c'est financé par l'État. Donc, il y a aussi des bourses qui sont offertes aux YouTubeurs pour développer puis augmenter, je sais pas, l'aspect visuel, sonore et autres. Puis il y a même des droits d'auteur, c'est ce qu'on appelle la SCAM. SCAM, je me souviens plus c'est quoi l'acronyme, et les YouTubeurs s'inscrivent à ça et peuvent avoir des retours de droits d'auteur comme le font TF1. C'est la SACD, ça. Oui, c'est ça. On l'a aussi au Québec. OK, ben tu vois, je savais Moi, j'ai pas. plein de SACD, oui. Bon, mais tout ça, en fait, tout ce système-là, je l'ai regardé un peu, puis je fais, c'est quand même bien mis. Mais là, tu vois, les études que je suis en train de faire en ce moment, c'est sur le système britannique et américain pour voir c'est quoi leur écosystème à eux. Puis les liens qui sont ceux des YouTubeurs français sont beaucoup plus diffus aux États-Unis. C'est beaucoup plus un peu chacun dans son bar, puis il y a beaucoup moins de collaboration. La collaboration qui se fait beaucoup en France se fait très peu aux États-Unis, mais on s'entend qu'aux États-Unis, pour les gens qui connaissent YouTube, là, ce que YouTube veut, c'est que la vidéo soit en anglais, soit regardée aux États-Unis, parce que c'est là que le CPM, c'est-à-dire le nombre d'argent que tu fais par vue, là, par 1000 vues environ, est le plus haut. Fait que c'est là que tu veux aller regarder, puis c'est là que les gens ont intérêt. Fait qu'avec 1 million d'abonnés, tu vis. Tu vis carrément. Très bien, même. Au Québec, tu vis pas. Moi, regarde, j'ai 135 000 abonnés. Ben, je vis pas avec ça. Puis surtout, tout l'argent que je fais, je le réinvestis dans des graphistes, dans des monteurs, quand ils m'aident, puis dans tout ce qui est l'organisation. Puis encore, c'est les logiciels. Tu sais, Red Giant coûte 500$ par année. Adobe coûte 400$ par année. Ça monte vite. Fait que c'est difficile de le faire au Québec. D'où la raison pour laquelle c'est là que le gouvernement pourrait peut-être aider à faire de la vulgarisation scientifique. Il y a un programme qui s'appelle le programme Dialogue par le Fonds de recherche scientifique du Québec, mais c'est pour les profs d'université puis les étudiants. Tu sais, un toubé, mais c'est pas ça, mais quelqu'un comme ça qui est pas dans le domaine universitaire, qui voudrait se lancer, comment il fait? Faudrait peut-être aider. Ben, généralement, le modèle, c'est que tu veux pas juste fonctionner par YouTube. Généralement, les grands YouTubeurs, ils ont aussi un compte Instagram très, très, très populaire. Là, qui peuvent aller faire de l'argent avec des commanditaires. Mais moi, je veux pas avoir ça. Je veux pas me faire payer des commanditaires. Tu sais, tu veux garder ton indépendance d'esprit. Tu veux garder cette moralité la plus haute possible. Puis je dis pas que ceux qui le font ont tort. Absolument pas. C'est juste que moi, en termes de vulgarisation scientifique, je trouve que ça me met en porte-à-faux. Tu sais, ça me met à mal par rapport à l'idée que je vais avoir un esprit critique, je suis détaché de toute forme d'influence. Puis c'est là que ça devient un petit peu dangereux pour moi dans certains cas. Je comprends. Je veux en parler parce que t'es calé là-dedans. La Révolution française. La Révolution française, cette chose tellement étrange. Comment j'ai 23 ans, j'ai jamais entendu parler de la Révolution française. C'est quoi cet événement historique complètement fou qui a changé l'histoire de l'humanité? On va le résumer rapidement. Avant la Révolution, c'est ce qu'on appelle les rois absolus. Les rois font ce qu'ils veulent. Je résume.
Et la société est divisée en 3 grandes catégories. Les aristocrates, 1% de la société, le clergé, 1% de la société, et le tiers-état, 98% de la société. Ça a changé. Oui. Et le 1% de l'aristocratie a presque la totalité des richesses et ne paye pas d'impôts. Ça a changé. Et donc, le peuple va dire, ça marche plus. Mais là, l'État français en 1789 est cassé. Fait qu'on dit, on va convoquer une espèce de grand rassemblement pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Et là, chaque ordre, les aristocrates, le clergé et le tiers-état ont une voix. Qu'est-ce que vont faire l'aristocratie et le clergé? Ils vont se mettre ensemble pour dire, on va faire payer le tiers-état. Sauf que le tiers-état va dire, là, nous, ça c'est fini, on se constitue en assemblée nationale, nous sommes les représentants du peuple et c'est nous qui allons prendre les commandes de l'État. C'est ça la Révolution française. En gros, là, on ne reconnaît plus les institutions hiérarchiques et inégalitaires et c'est des gens qui vont être élus qui vont diriger. Sauf que là, il va y avoir des dérives, bien sûr. Les aristocrates vont pas vouloir, ça va mal se passer, on va les tuer. Il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de sang dans la période qu'on a appelée à tort la terreur parce que c'est beaucoup une construction. Vous irez voir, là, j'ai fait la vidéo là-dessus. Mais finalement, la Révolution française, c'est quoi? C'est des gens du 99%, 98-99% qui disent on paye trop d'impôts. Ceux qui ont tout l'argent n'en payent pas. Ils sont en train d'abuser de nous et on n'a même pas les leviers de l'État. C'est pas normal. Okay, ma réplique est facile. Est-ce qu'on pourrait vivre la même chose? On pourrait vivre la même chose. Il n'y a rien. C'est pas parce que les conditions sont rassemblées, en revanche, que ça va se passer. Tu sais, tu peux avoir tous les éléments pour un jello, mais tu oublies de le mettre au frigo, il ne pognera pas. De la même manière, la Révolution française, c'est tout un contexte. C'est que les récoltes sont mauvaises, c'était des années de privation, le peuple meurt de faim. Le pire dirigeant, Louis XVI, qui est un mauvais... Ah le pire dirigeant, c'est beaucoup la légende noire qu'on a calée sur le personnage. Il a essayé de faire des réformes, ça n'a pas marché, mais il y a beaucoup d'aristocrates qui voulaient rien savoir aussi de ces réformes-là. Mais c'est surtout aussi des gens qui ont été laissés de côté dans la société, qui n'avaient pas de place, des intellectuels, des avocats, des médecins et autres qui ont des connaissances, puis on leur dit non, toi, tu fais partie du peuple, point final. Non, on est autre chose. Puis tu vois la naissance d'une bourgeoisie marchande qui a de l'argent, mais qui n'a pas les leviers du pouvoir. Donc, il y en a beaucoup qui vont dire que la Révolution française, c'est une révolution pour que les bourgeois prennent le pouvoir. Donc, c'est ce grand moment de maturation. Oui, c'est une belle version des choses parce que le peuple n'a pas gagné nécessairement, parce que tu avais des citoyens actifs et des citoyens passifs. Je sais pas si tu as déjà vu Starship Trooper. Tu as déjà vu ce film-là? Ah, mon Dieu. Je t'en parle pas. Tu iras le voir, tu m'en reparleras après. Mais c'est ça qui tire sur les bébites? Oui. Oui, je l'ai vu ça parce qu'il y a du monde tout nu, je m'en souviens. Oui, c'est un très bon film. Puis, pour, en fait, avoir le droit de vote, il faut que tu fasses partie de l'armée. Même chose pendant la Révolution française. Donc, pour avoir le droit de vote, plus encore, il faut que tu fasses partie de l'armée, mais plus encore, il faut que tu aies une certaine partie de richesse. Il faut que tu aies un patrimoine. Un peu comme les Grecs à l'époque. Oui, c'est exactement ça. Fait que tu vois que le symbole de l'inégalité est quand même resté dans la Révolution française. Un personnage génial des Révolutions françaises, c'est Robespierre. Bien sûr, tu t'en allais là. C'est sûr. La légende noire de Robespierre. Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, Bane dans Batman est calqué sur Robespierre. Son espèce de manteau. Le masque. Le masque? Non, OK. Là, tu comprends pas quand il parle. Mais Robespierre, c'est qui cet homme? Robespierre, ce qu'on appelle l'incorruptible. C'est un homme qui était... Qui est tout un surnom. Oui. Sur le basket, il y a un joueur qui s'appelle l'incorruptible. Je le regarde. Mais on peut y aller du point de vue aussi de la personnalité de l'homme. On ne lui connaît aucune relation avec des femmes. Certains disent qu'il était asexué. Ouais, généralement dans l'histoire, son passé, ouais. Ouais. Mais peut-être homosexuel, on n'a pas de preuves. J'imagine. Mais en tous les cas, c'est un homme qui était drapé de devoir moral, qui se dit il faut que la société soit. Et lui, il est contre la peine de mort. Il est aussi pour le prix minimum, c'est-à-dire qu'on ne doit pas payer davantage pour le prix du pain. Et il va aussi militer pour le salaire minimum. C'est quand même un homme très démocrate quand tu regardes de nos valeurs d'aujourd'hui. Sauf que la Révolution va switcher à un moment donné vers Louis XVI va essayer de foutre le camp. Il devient un tyran. Est-ce qu'on le tue? Robespierre se dit j'ai de la compassion pour les oppressés, donc je suis contre les oppresseurs, donc je vote la peine de mort. Même si lui est contre la peine de mort. Et avec le temps... Qu'est-ce que ça vaut être contre quelque chose si tu la mets en place? Comme moi, si je suis contre de te lancer de l'eau d'en face, moi, je te lance de l'eau d'en face. On n'est pas... Et c'est là la grande difficulté de l'historien de ne pas juger. Parce qu'on on a une grande tendance à juger de notre perspective du 21e siècle. Et l'histoire demande un décentrement. Un décentrement dans le sens... Puis ça peut servir dans la société aussi, dans
tous les aspects de la vie. C'est que tu te décentres par rapport à ton toi-même, puis tu essaies de te mettre dans la peau des gens de l'époque et dans sa conception en lui. Pas pour la légitimer, mais pour la comprendre. De manière factuelle, tout simplement. Beaucoup ont appelé Robespierre un bourreau. C'est vrai qu'il va envoyer tous ses amis, ou presque, à la guillotine. Oui. Généralement, quand tu agis comme ça, on te traite de bourreau. Généralement. Ça aide. D'autres vont dire que c'est un homme pragmatique, qui n'avait pas le choix, qui voyait des complots partout et que devant ces complots, il agissait avant que le complot défile. Et pendant la Révolution française, chaque journée amène son lot d'événements. Une journée pendant la Révolution française, c'est 10 ans en temps normal. C'est tellement tout vire, sans arrêt. Celui qui était le bon devient le méchant. Celui qui était à gauche devient à droite, etc., etc. Bref, c'est, tu sais, t'as tout pour faire un film écœurant. Moi, je pensais que c'était stressant, l'époque de la liste, là. Oui. Sur Internet, mais il n'y a rien là. Ben, c'est ça, c'est que, tu sais, j'ai voulu faire à un moment donné le parallèle entre les dénonciations et la loi sur les suspects. En gros, Robespierre, qui était avec Saint-Just, se dit... il faut... Tout un nom. Oui, il y a une vingtaine d'années, la jeune vingtaine. Tu sais, quand t'es jeune, puis t'as 20 ans, t'es prêt à devenir un martyr pour une cause. Puis on se souviendra toujours des paroles de Georges Brassens, « Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. » Comme ça te permet d'y réfléchir. Mais Robespierre et Saint-Just se disent, il faut mettre à bas les restes de la monarchie et ceux qui sont justement Louis XVI. Donc, tous ceux qui ont un favoritisme envers la monarchie sont suspects, donc enfermés, donc éventuellement à la guillotine. Et la loi des suspects, c'est une suspicion qui est donnée envers quelqu'un, paf, on l'amène, puis il va en prison. Ce qui nous rappelle beaucoup les dénonciations, bien sûr, qu'on a subies. Et il y en a qui vont dire, ça y est, c'est le tribunal de l'opinion publique. Et ce qui est assez symbolique, et là, je suis pas en train de juger, j'essaie de comprendre en télescopage. Au 18e siècle, à la fin du 18e siècle, on va commencer à parler du tribunal de l'opinion publique, qui juge avant même qu'un juge ait pris parti. Et là, les intellectuels, les philosophes vont dire comment on gère avec ça. Et de plus en plus, on va essayer de comprendre cette mouvance complexe qui est l'opinion publique. Encore une fois, opinion public, opinion de tous, opinion du public. Mais de quel public parle-t-on? Puis en l'occurrence, ici, pour les dénonciations, on dit « on a jugé ». Qui a jugé? Dans quelles circonstances? Et la loi, de son côté, parce que c'est à la Révolution française, on se posait la question, où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est pas une défaillance de la justice de ne pas avoir jugé, trouvé ces suspects-là et de les avoir enfermés et guillotinés? Donc, le pendant entre l'opinion publique et la rapidité ou la lenteur de la justice va commencer à se faire sous cette Révolution française. Et le fait de se faire justice soi-même, tu me parlais de super-héros tantôt, c'est exactement ça. Tu sais, Batman, c'est carrément celui qui se fait justice soi-même. Et on nous balance ces modèles-là. Un des magnifiques films de super-héros que j'adore, c'est Captain America Civil War. Tu l'as peut-être vu? Non, malheureusement, je suis pas un enfant de 9 ans. Tu vas voir. Je t'écoute. Tu vas voir. Il fallait que j'annonce. Ouais, ben là, c'est fait, on va passer à autre chose. Captain America Civil War, c'est l'opposition entre deux personnages qui est Iron Man, qui est joué par Robert Downey Jr., et de l'autre côté, voyons, j'ai oublié son nom, Chris Evans. Son pénis est disponible sur Twitter, c'est pour ça que ça intéresse. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il était bleu, c'est une autre histoire. C'est un beau pénis. c'est un super pénis. Et Chris Evans, qui est Captain America, et là, tu as les deux hommes qui se disent, il faut qu'ils signent une charte qui s'appelle Sokovia Accords, et là-dedans, ça limite le pouvoir du super-héros. Et en gros, là, tu as l'opposition entre deux grandes notions aux États-Unis, ceux qui croient à l'État, puis les libertariens. Puis Captain America devient libertarien. Il ne croit plus à aucune loi, puis il peut vouloir agir comme il veut, indépendamment de tout ça. Et Robert Downey Jr., donc Iron Man, se définit une conscience morale parce qu'il y a une mère qui vient de dire, quand vous avez attaqué Sokovia, mon fils est mort, puis c'est à cause de vous. Puis là, il se dit, OK, il doit avoir des balises dans notre action. J'ai une responsabilité. Puis vois-tu un peu là où on en est à travers tout ça? Puis on peut aussi parler des Avengers, tu sais, avec Thanos, quand, en claquant les doigts en 2 secondes, il veut tuer la moitié de la planète. On se dit, est-ce qu'il est vraiment méchant? Parce que lui, là,
son idée morale par excellence, c'est de s'assurer que la vie se poursuive. Et ce qu'il a vu... Par contre, c'est particulier dans le cinéma américain. La plupart des écologistes sont vus comme des meurtriers. Ben oui, mais c'est là que tu vois, c'est très... ça brouille les lignes. Et il y a une très bonne chaîne YouTube que j'invite ton public à aller voir. Ça s'appelle Wisecrack. Wisecrack, c'est des universitaires qui regardent la culture pop avec, par exemple, Hannah Arendt, avec, par exemple, Marx. Ils prennent des philosophes, puis ils font des jeux vidéo, bien sûr. Ils font Watchmen, The Philosophy of Watchmen, puis The Philosophy of House of Cards. Puis c'est vraiment bien fait. Moi, mon trip, ça serait de faire ça au Québec, mais ils sont une gang d'une vingtaine, on dirait, derrière, puis ils travaillent comme des malades, ils ont des monteurs, des affaires du After Effects. Mais c'est là que tu vois que la culture pop est un révélateur beaucoup plus que c'est simplement du simple divertissement. Puis c'est là que je me dis, tu sais, on fait souvent une dans la même ordre d'idée, si vous aimez Slavoj Zizek. Oui, oui, parce que Slavoj Zizek a fait des films là-dessus. Une diarrhée verbale. J'adore, oui, moi aussi, je l'aime beaucoup. Et je sniffe beaucoup. Et il fait beaucoup de... Ce qui l'obsède, c'est l'idéologie. L'idéologie derrière chaque film américain. Ils se vantent même, je parle d'un film sans l'avoir vu. Mais souvent, c'est juste. Mais il faut les voir parce que ça aide à comprendre le monde aussi. Puis, oui, c'est un personnage aussi. Est-ce qu'il aura... Il aime ça aussi provoquer aussi. Mais la culture populaire a quelque chose de très noble, beaucoup plus que ce qu'on croit lui donner. Tu sais, quand je te dis, je regarde Occupation Double, je regarde Un souper presque parfait, je regarde la culture pop à fond, j'en consomme parce que je pense pas que c'est simplement du divertissement vide. Je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça, puis je pense que ça révèle beaucoup de l'identité collective et du modèle qu'on veut se donner, puis faillir au fait de regarder ça, se dire « Ah, ça m'intéresse pas, c'est du populaire », bien, c'est manquer le pouls de la société puis ne pas comprendre le où est le Québec. Je pense. Puis pour ça, il y aurait des émissions, par exemple, à avoir sur Décoder, ces émissions-là. Pas sur « Hey, qu'est-ce que vous avez pensé de Cendrick? Hey, il est intense! » Ben non, mais moi, je ferais intervenir, je sais pas, moi... Le Doc Mayou, non, on déconne, c'est fou, mais à l'époque, il y avait bien, là. Il y avait de quoi de génial d'avoir un psychologue. Lui, c'est un faux psychiatre. Non, un intellectuel. Un intellectuel qui regarde ça, c'est intéressant. Pas un pseudo-gars qui dit des conneries à n'en plus finir, mais un intellectuel. Pas moi qui fait des jokes faciles. Qui fait venir Marx, qui fait venir Hegel, qui fait venir Kierkegaard, puis tu dis « Hey, il est cool, lui, finalement. » Puis tu fais le lien entre Cendrick puis Kierkegaard, puis tu dis « Hey, il y a peut-être quelque chose à aller travailler là-dessus. » Puis les gens, finalement, tu leur donnes un horizon d'attente, puis tu dis ça vous intéresse. Vous le savez pas, mais ça vous intéresse. Puis je vais vous montrer que ça vous intéresse. Puis c'est là que je te dis que, tu sais, je sais pas si tu as vu Hitch, le film, avec Will Smith. Puis il dit, quand tu vas embrasser une fille, là, tu peux juste faire 90 vers la fille. Le 10 dernier, c'est elle qui le fait. Ben l'intellectuel, il faut que tu fasses 90, puis le 10 dernier, c'est à eux. Mais il faut que tu le fasses 90. Tu fais, ben là, j'ai fait 50 pour ça, j'ai fait ça. Non, il faut que tu aies encore. 90, ça, c'est le maximum. Eux, il faut qu'ils fassent la volonté. Mais une fois qu'il s'est fait, tu n'as plus besoin de faire 90, tu as juste besoin de faire 2% puis tu suives après. Tout le monde aime apprendre. Oui. Tout le monde aime apprendre. Mais tu sais, sur YouTube, moi, ça m'hallucine parce que quand je regarde les statistiques de ma chaîne, 70% de mon public a entre 14 et 35 ans. Puis on dit que l'histoire n'intéresse que les vieux. Ça, c'est un mensonge. Puis j'en ai la preuve avec ça. C'est des jeunes, puis c'est des questions qui sont ultra précises. Puis des fois, je fais des erreurs dans mes vidéos, puis je fais, écoutez, je me suis trompé, en effet, un erratum, je veux corriger, puis je fais sous la vidéo, puis j'entre en discussion avec eux, puis ils disent, hey, moi, je suis vraiment un grand fan de Première Guerre mondiale. Pourquoi t'as pas parlé de tel truc? Je fais, ah, c'est vrai, je connaissais pas cette histoire-là. Puis t'avances collectivement, t'avances en gang. Ce que tu peux pas faire à la télévision. Ben non. Parce que c'est figé. Mais ça a quelque chose de beau aussi, la télévision, parce que ça donne... Moi, c'est les moyens de la télévision qui m'impressionnent énormément. Puis tu sais, t'as comme... La portée aussi. Tu sais, cet élan vers quelque chose. Tu sais, nous autres, on bisoune. C'est du bricolage, carrément. Là. Je fais du bricolage à la maison, puis regardez mon beau destin, il est beau. Mais il y a une âme, il y a une âme. Parce que bien des émissions pas. Oui, ben t'essaies, en tout cas, t'essaies. Il y a beaucoup d'émissions qui n'essayent pas. Il y a beaucoup d'émissions qui font... Oh, mais si on a une âme, il y a des gens qui vont pas l'aimer. Tu sais, de coup, de l'âme, ils l'aiment pas. Puis tu fais, ben oui, Chris, mais il aime pas ça. Tu sais, moi, dans mes études sur le marketing et autres, tout le monde me disait, puis c'est Guillaume Lepage aussi qui avait dit à un moment donné... Lui, tous ses projets ont une âme. Oui, mais tous ses projets. Il avait dit, à propos d'un gars et une fille, il dit, si j'essayais de faire un projet qui pourrait se vendre partout, ça ne marcherait pas. Il dit, la raison pour laquelle un gars et une fille, ça a bien marché, il dit, c'était vraiment purement québécois, juste là-dessus, puis ça touchait juste ça. Fait que ton public... Vise-le lui, pas plus. Le reste... Puis moi, dans ma tête, là... Mais Michel Tremblay disait, si tu veux
toucher quelqu'un au bout du monde parle de ce qui se passe dans ta cuisine. C'est vrai. Puis, tu sais, moi, je me suis dit, mon public, c'est les gens, les universitaires. Puis, je me suis dit, c'est à eux que je vais parler. Point final. Je vais pas essayer de faire, OK, je vais faire une blague. Pout. Je vais faire ça. Au début, j'essayais d'en faire des jokes. Là. Vous regarderez les premières vidéos, là. Je suis vraiment pas drôle. Tu sais, je le sais, l'humour, c'est un métier, là, puis j'ai beaucoup de respect parce que c'est une mécanique que je n'ai pas. Il y a juste les non-humoristes qui ont du respect pour nous. J'aime ça. Nous autres, on se respecte pas. Ben, c'est normal. Avez-vous vu ce que vous envoyez comme bitcherie? Non, c'est vrai. Merci de dire ça. C'est particulier, les Olivier, quand tout le monde s'insulte, puis tu fais « Hey, cool! Super! » Mais, tu sais, c'est que tu tapes dans ton public, puis tu vas te rendre compte que finalement, au lieu de toi aller à eux, eux vont venir à toi. Parce que si t'offres du général, tu sais, c'est un magma informe. Tandis que si tu y vas, je reste là-dessus, point final, puis je continue. Puis écoute, il y a des vidéos, il y en a une dernièrement que j'ai sortie, c'est sur Marshall McLuhan, qui est un sociologue canadien des années 70, qui a dit le fameux truc, le médium, c'est le message. 17 minutes là-dessus, puis la vidéo a super bien marché. Mais tu sais, c'est un cours universitaire que j'ai fait. Mais je me suis dit, ben, regarde, let's go, on va y aller. Mais je me dis, pour que des vidéos existent comme ça, il faut que j'en fasse qui sont plus culture pop, plus punchées, plus des affaires comme ça. Puis, tu sais, il y en a une que j'ai faite dernièrement sur pourquoi on boit de l'Aperol Spritz. Oui. D'où ça vient. Puis, cette espèce d'aller-retour, puis ça me définit beaucoup. Tu sais, quand je te dis je suis moi-même là-dedans, c'est qu'autant je fais des trucs ultra culture pop, autant je fais, OK, là, je veux y aller, puis je vais y aller précisément, puis tu sais, je vais vraiment faire un cours théorique universitaire là-dessus, puis on va voir ce que ça donne. C'est tout le plaisir. Écoute, moi, je pense pas que je pourrais avoir meilleur en ce moment que ce que je fais sur YouTube. Puis il y en a beaucoup, c'est ça, quand ils veulent se lancer là-dedans, c'est « Mais j'ai des choses à dire, je veux le dire. » C'est comme, comment je fais pour mettre mes tripes sur la table? Faites-le. Tu sais, Jean-Pierre Jeunet disait, Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur d'Amélie Poulain, il disait, il y a plein de gens qui me disent, j'aimerais ça faire des films. Puis il me demande quand est-ce que j'ai commencé à faire des films. Mais je dis, j'ai toujours fait des films. Même quand j'étais tout petit, je prenais des caméras, j'en prenais dans des brocantes, puis je filmais comme je pouvais. Nos iPhones sont très bons. C'est du HD. Oui. Tu peux. Les gens qui veulent tourner en HD, c'est vraiment facile. Tu as juste besoin d'acheter un micro à 20$, tu le plugues sur ton iPhone, le son est crystal clear. Tu as un petit logiciel de montage gratuit. Le son du micro de iPhone est tolérable. Oh oui. C'est pas la meilleure affaire, mais ça se tolère. Non, ça se tolère. Mais en même temps, la vidéo que j'ai faite sur le caca, le son est dégueu. Le son est caca, justement. Là. Puis elle arrive à 350 000 vues. Puis pour tu sais, la caméra qui fait comme ça. Content matter. J'aime les révolutions. En quoi la révolution américaine est différente de la révolution française? Ben, la révolution américaine... Dans le même siècle? Oui, ça encapsule tous les principes des Lumières. C'est-à-dire... remettre le pouvoir au peuple à travers, justement, des représentants, mais aussi le droit à l'égalité, le droit à la justice, le droit au bonheur, the pursuit of happiness. Ça, je trouve ça magnifique. C'est fou. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour la Constitution américaine, juste pour ça. Tu as le droit à la poursuite du bonheur. Pas attention, pas au bonheur, à la poursuite Super du nuance. bonheur. Vraiment, vraiment des grandes nuances. Donc, c'est ça. Puis la Révolution américaine, c'est une colonie. Puis je fais une parenthèse. Je comprends que beaucoup de Québécois regardent les États-Unis avec beaucoup, beaucoup d'admiration parce qu'il y a eu un moment de césure avec la colonie. Pas avec la colonie, avec la métropole. Ici, au Québec, tu n'as pas eu de moment de césure. On a perdu, ça c'est dans la mémoire collective, on a perdu les plaines d'Abraham, on s'est fait imposer l'acte constitutionnel, on a perdu les rébellions des patriotes, on s'est fait imposer la Confédération, on s'est fait imposer la conscription, on s'est fait imposer la Constitution 81. C'est la vision des choses. Okay. C'est parce que tu as deux manières de voir les choses en disant malgré la défaite des Français, on a continué le fait français. Malgré l'acte constitutionnel de 1791, le fait français a été déterminant. Malgré la défaite des rébellions et malgré Lord Durham, on a réussi à constituer une nation française, fière de ses valeurs, fière de sa langue, bien sûr. Même une langue différente. Une langue différente. Puis, tu sais, il y a ça aussi. C'est que le Québec se définit beaucoup des fois par la défaite. Puis, il y a un très beau livre de Mathieu Bellil qui s'appelle « Bienvenue dans le pays de la vie ordinaire » où il parle de ça. Il dit « Le Québec, c'est pas défini par les oui, mais par les non, systématiquement. » Puis, pour revenir à la Révolution américaine, on se dit « Eux ont cassé. Eux ont envoyé chier l'Angleterre et se sont constitués. Ils ont eu ce moment fondateur. » Puis au Québec, on cherche ce moment fondateur. C'est quoi le moment fondateur dans l'histoire? C'est-tu la défaite des plaines d'Abraham? C'est-tu au contraire le référendum
raté? Est-ce que c'est l'imposition de la loi des mesures de guerre en 70? T'sais, on cherche ce moment fondateur. Du PQ? Oui, tu as besoin de quelque chose qui élève dans les consciences populaires, dans la mémoire collective. L'histoire, c'est autre chose, là, on s'entend. Puis beaucoup de gens essaient de mettre de l'avant ces grands héros canadiens, français, puis qui disent, d'autres ont été parfaits. Puis là, les Autochtones arrivent à juste titre en disant, ben c'est plus compliqué que ça. Puis ils ont raison, c'est plus compliqué que ça, parce que cette histoire qu'on a voulu construire, selon laquelle les Anglais ont oppressé les Canadiens français, ce qui a été dans certains cas, n'enlève pas nécessairement le fait que certains Canadiens français ont oppressé des Autochtones pendant très longtemps et encore aujourd'hui. Puis tu sais, c'est ce pensée double qui est difficile. Puis encore une fois, c'est que tu fais la autre grise, là, vous pensez qu'elle est de même? Ben non, elle est de même. Puis ça demande de la complexité. Puis c'est là que quand on lit des chroniqueurs qui résument en un trait de plume toutes des cons, toutes des niaiseux, toutes des racistes, toutes des multi-excès, tout ce que tu veux, tu dis, ben non, c'est plus complexe que ça. Puis le fait de résumer trop rapidement comme ça, tu desserres ton propos, puis tu desserres les gens qui voudraient s'ouvrir un peu. Je comprends. Mais je crois que sur Twitter, c'est même un phénomène qui prend de l'expansion parce que comment tu peux résumer un personnage historique en 280 caractères? Ben, il est comme ça, point, on sera retweeté. Tu sais. Moi, je le fais en vidéo, carrément. C'est mieux le même. C'est mieux le même. Si je te dis que l'Église catholique a été horrible pour le Québec, puis c'est une bonne chose qu'on s'en soit débarrassé. Comment tu sens par rapport à ça? Ben, c'est ça, là. Tu fais un jugement de valeur auquel je ne suis pas tenu comme historien. Oh! Ah, ça m'intéresse, comment ça? Ben, c'est parce que toi, tu essaies de comprendre par rapport à ton histoire personnelle, j'imagine par rapport à ton contexte, par rapport à là d'où tu viens. Mais moi, j'essaie de voir la place de l'Église dans l'histoire du Québec. Pas de la juger. Ah, ben oui. Le jugement implique une prise de position qui m'enlève mon rapport d'intellectuel. Puis c'est ce qu'on appelle chez nous objectivation de sa subjectivité, excuse-moi. On est tous subjectifs par rapport à un sujet, mais il faut que tu connaisses cette subjectivité-là pour dire je vais faire attention qu'elle ne marque pas mon sujet. Si je travaille sur un personnage historique, McDonald, que je déteste, puis je dis c'est un trou de cul, ou mieux encore, je parle de Maurice Duplessis, je fais c'est le plus grand premier ministre du Québec, vous allez voir. Il y a un livre c'était comme ça, puis il dit s'il revenait aujourd'hui, je voterais pour lui. Le gars, il va te faire une biographie de ça. Tu dis, j'ai comme mes réserves. Alors que si tu dis, je vais essayer de comprendre. Si vous êtes intéressé par Maurice Duplessis, la série écrite par Denis Arcand sur Duplessis, jouée par, malheureusement son nom m'échappe, Jean Lapointe. Jean Lapointe, un chef-d'œuvre. Oui, c'est très bon. Ça, c'est l'autre débat qu'on pourrait avoir. Pourquoi on ne fait plus de séries historiques au Québec? Tu sais, pourquoi est-ce qu'il y a les pays d'en haut? Ça, c'est sûr. Mais encore là, on serait capable d'en faire. Moi, je me trompe, c'est ce qu'on m'a dit, et pardonnez-moi si je me trompe, chicanez-moi dans les commentaires, c'est encore là vu par les yeux du 20e siècle. Oui, bien complètement. Du 20e siècle, exemple, le personnage de la jeune dame, elle s'affirme. Je sais pas si à l'époque, il y a plein de femmes. Il y en avait quand même. C'est ça l'affaire, c'est qu'on comprend beaucoup l'histoire de manière linéaire en disant 19e siècle, l'Église oppresse tout le monde. Les Canadiens français n'ont pas d'argent. Tu vas décrire ce que je pense. Moi, je pense que la vie, c'est comme ça. Tout le monde est comme ça. L'Église rentre chez le monde puis t'oblige à fourrer ta femme pour des enfants. Ouais, mais non. C'est ça l'affaire. C'est comme je te dis, garde, on est en 2732. On est historien, toi puis moi, puis on fait une étude... Yes, j'ai mon diplôme secondaire 5, enfin! On fait une étude sur les années 2010, puis on regarde les lois du Québec qui disent « La loi interdit de boire de l'alcool dans des parcs ». Est-ce que tu déduis que personne ne buvait de l'alcool dans des parcs? C'est très bien dit. Fait que c'est très bien dit. Il faut que tu fasses attention entre la théorie puis l'application. Puis le problème, des fois, c'est que tu as une zone d'ombre que tu ne connais pas. Puis tu peux pas supposer que parce qu'il y a un texte qui dit ça, que tout le reste est pareil. Donc, tu vas cadrer ton interprétation. Tu vas dire, d'après les textes officiels, voici ce qu'il y en est. Donc, c'est ce qu'on appelle une étude légale. Mais c'est pas une étude des pratiques de la vie sociale. Tu peux pas déduire de la vie sociale d'un acte de loi qui institue une norme. Et c'est là que l'art est important parce que si tu lis des romans de l'époque, ben, tu vas voir que plein de gens boivent dans les parcs, dans les romans. Une fois, est-ce que c'est pas le personnage? Pas le personnage, mais l'auteur qui l'a pas inventé. Qu'est-ce qui dit ça? Vois-tu ce qu'on est en train de faire en ce moment-là? On est en train d'appliquer une grille d'analyse à des documents historiques. Puis ça, tu sais, quand on dit tout le monde peut être historien, tout le monde peut être historien, mais c'est une job. Oui. C'est une science, puis ça s'applique. Fait que quand je vois tout le monde qui dit « Alors moi, je suis historien à mes heures », ta gueule.
ta gueule. Misère! Parce que moi, le nombre d'étudiants que je forme, puis je leur dis, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas de preuve, ça, t'as pas de preuve, ça, c'est une surinterprétation, ça, déjà, tu sais, on est très, très, très dur envers nos étudiants sur la manière d'écrire. Aussi, il n'y a rien de mal de aimer l'histoire comme certains aiment jouer au hockey. C'est-à-dire que moi, je joue au hockey 2 heures par semaine, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas une violence. Mais non. Non, mais tant mais mieux. dire, je suis historien à mes heures, de temps en temps, j'écoute des vidéos YouTube, puis dans les parties sous, je répète l'information tout croche. C'est pas tout à fait ça, mais c'est que ça demande... Ça, c'est être humoriste. C'est que je te dirais que c'est pas juste pour historien, mais tu sais, moi je suis un peu sociologue. Dans les parties, j'aime beaucoup regarder les gens, un peu anthropologue et ethnologue aussi à la fois. Tu fais, dirais-tu ça? Moi je suis un peu médecin, hein, je me suis mis un pansement. On dit jamais ça du sport. Ben c'est ça, c'est que ça me manque un. On respecte les athlètes. Là, on fait, ben non, t'es pas assez. Mais attention, c'est que ça, c'est faut nuancer parce que l'histoire n'appartient pas aux historiens. Comme la sociologie n'appartient pas aux sociologues. Tout le monde peut en faire, tout le monde doit en faire même, mais j'ai pas le monopole de l'histoire. Puis c'est très bien comme ça. Parce que si c'était ça, là, il y aurait un problème. En revanche, pour se dire historien, il faut quand même avoir une méthode. Puis il faut avoir une mise en application. Puis il y a des fois où est-ce que moi-même, regarde, je travaille sur une période, puis je suis pas du tout spécialiste de la période. Je le regarde avec mes méthodes d'historien, mais le roman que j'ai lu sur, je sais pas, l'Antiquité, ça fait pas de moi un historien sur la période nécessairement. Puis c'est pour ça que je travaille en historien malgré tout. Mais ce qu'on devrait avoir un peu plus au Québec, puis c'est un peu un respect, une reconnaissance envers certains titres qu'on a beaucoup de difficultés à avoir. Mais je comprends aussi parce que, tu sais, t'as des gens qui sont des historiens qui disent des conneries, qui se servent de leur titre pour dire des conneries. Puis ça, c'est dangereux. Fait que, en même temps, tu sais, je pense... Ça effrite l'institution. Je pense à haute voix avec toi. Tu sais, je dis que ça me dérange quand les gens disent qu'ils sont historiens à leurs heures. Ça me dérange, oui et non. Parce que, tu sais, quand je te dis je laisse la place à l'ouverture d'esprit, on parle, puis là, ça évolue. Puis, j'ai pas de violence envers moi quand les gens disent qu'ils sont historiens. Je suis pas diminué, je suis pas rien de tout ça. Ouais. Je vais continuer à réfléchir, je vais te revenir là-dessus. C'était comment de travailler sur un jeu vidéo? Téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont approché? Oui, ils m'ont approché parce qu'ils faisaient un jeu sur Assassin's Creed Unity qui était sur le Paris du 18e siècle. Puis ils disent, on a besoin que tu nous parles de la vie quotidienne. Moi, j'ai fait ma thèse sur Paris au 18e. Fait que je constituais des dossiers de recherche, des dossiers iconographiques. Ça m'intéresse. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, ça puait? Ah oui, ben, tu sais, dans nos standards du 21e siècle, ça puait. Dans leurs standards à eux, c'était le panorama olfactif qui était le leur, tout simplement. Ah ben oui. Mais si tu regardes, il y a un très beau livre qui s'appelle Le Parfum de Patrick Suskind qu'ils ont fait en livre. Et il y a un très beau livre aussi d'un historien qui s'appelle Alain Corbin, ça s'appelle Le miasme et la jonquille sur le paysage olfactif au 18e siècle. Et il tâche de décrire justement ce que les gens sentaient. Mais encore là, ce que toi tu sens, ce que toi, si tu sentirais, c'est peut-être eux, ils ont une espèce d'accoutumance. De la même manière que, tu sais, quand tu rentres chez quelqu'un, là, tu fais « Hey, c'est quoi cette lessive-là? C'est donc bien dégueulasse. » Eux se sont fait le nez à ça, ils la sentent plus. Fait que c'est très difficile aussi de tomber dans ce paysage sensoriel. J'aime beaucoup ça, travailler sur l'histoire sensorielle. Tu sais, comment tu ressens les choses, comment le corps se porte, comment on goûte les choses. Oui, puis même, tu sais, juste le fait comment on s'assoit, comment on marche, comment on bouge, tout ça, c'est... Les vêtements, je veux dire, comment ils étaient habillés, ces gens-là. Ah oui, c'est codé socialement. Ça. Non, c'est passionnant. Donc, ce que les gens puaient à l'époque, dans nos standards locaux, oui, c'est sûr, mais dans leurs standards locaux à eux, de l'époque, ils ne puaient pas, puis ils étaient propres. Même s'il y avait des couches de gras sur eux. Et quand tu travailles avec eux, tu écris, qu'est-ce que... J'écris des documents. Ils me demandent, par exemple, il y avait toute une partie du jeu où il y avait des Noirs à Paris, puis ils me disent qu'il y en avait beaucoup de Noirs à Paris. Fait que là, je leur fais une petite dissertation historique sur la chose. Y a-t-il des Chinois à Paris au 18e siècle? Je leur fais une dissertation historique sur la chose, puis après ça, ils l'utilisent. Comme ils veulent. Puis comme ils veulent. Fait que moi, j'ai pas de stamp pour dire « OK, j'approuve. » Je leur envoie et eux font ce qu'ils veulent. Puis des fois, je leur dis « Ben là, il y a une erreur là. Ouais, mais c'est déjà codé, fait qu'on peut plus le refaire. » Fait que, et ça reste un jeu. Ça reste un bonhomme ninja qui se lance dans du foin. J'ai fait une vidéo, en fait. Le début de ma chaîne YouTube, c'était ça. C'était de montrer le lien entre Assassin's Creed puis le Paris du 18e siècle. Puis je fais le lien en disant voici ce qu'on voit dans le jeu, voici ce qui est dans la réalité de ce qu'on connaît, le Paris de l'époque. Fait que c'était comme un appel de pied assez le fun. Non, ça avait été vraiment un grand moment. J'ai même écrit un livre là-dessus. Ça s'appelle Les leçons d'histoire
d'un jeu vidéo au cœur de la Révolution française. Puis on était deux, il y avait moi de l'UQTR, puis Jean-Clément Martin de Paris-Sorbonne. Lui était sur la trame narrative, moi j'étais sur le paysage qu'on voyait, puis on raconte un peu notre rapport sur comment on a vécu ça. Oui, c'était le fun. Wow! Oui. Aimerais-tu vivre à ces époques? Non. Oh, pourquoi? Jamais. Pourquoi? Jamais, parce que tu nais petit, tu meurs petit. C'est une oppression systématique. On ne voit que le beau côté. C'est dans nos standards locaux, dans nos standards de l'époque, c'est une catastrophe. Ça semble être la souffrance. Oh oui, non, tu vois, non, je veux pas vivre à une autre époque que la mienne. Non, les gens qui disent « Ah, j'aurais tellement aimé ça », ben qu'est-ce que tu veux? Bravo. Rêver sa vie, c'est une autre manière de rêver sa vie, puis d'imaginer ce qu'on aurait pu être si. Tu sais, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Puis ce genre de système-là dessert plus qu'il ne définit. En revanche, c'est le fun de reconstituer la période. Tu sais, les gens qui vont en bicoline, ça, j'adore ça. Je trouve que c'est super ce qu'ils font. Puis, mais tu sais, ils vivent un peu Ils méritent comme... d'encouragement avec Oui, comme les grandeurs nature et autres. Puis... mais ça me faisait toujours penser, des fois, le livre d'un grand psychologue qui avait appelé son livre « La fatigue d'être soi ». Des fois, tu dis, est-ce que c'est pas une manière de se projeter que de se transcender dans un personnage autre? C'est génial. Ça. Même, c'est Denis Laferrière. On y avait posé la question après que Trudeau, il y a une photo de lui qui est ressortie où il était en arabe, puisqu'il avait avancé. Le désir d'être un autre. Ben oui. Lui, il disait peut-être qu'il veut être noir. C'était super. C'était super avoir Alméry Dussault. Je pensais pas que t'allais là, mais Denis Laferrière. Non, mais lui, écoute, Denis Laferrière, j'ai tellement de respect pour lui. Peu importe ce que tu dises, Denis Laferrière l'a toujours pensé avant toi, puis l'a dit mieux que toi. C'est génial. Un des grands de notre époque, vraiment. Tellement. Ça me fait... Est-ce que tu... S'il y a une révolution qui se prépare, tu vois, il y a une révolution, il commence à y avoir des milliardaires qui sont assassinés, il y a des gens qui sont emprisonnés. Est-ce que tu prendrais la parole en disant c'est une bonne chose ou tu prendrais la parole en disant gare à ce que vous désirez? Peut-être que ça peut même Oh non, moi, je prendrais jamais la parole pour dire l'un ou l'autre. OK. Non. Je verrais si c'est... Tu sais, en tant qu'intellectuel, je me garderais de le faire. En tant que citoyen, j'agirais parce que je trouve qu'il y a des choses qui marchent pas. Pendant le printemps érable, j'agissais. Ça, c'est sûr. Puis quand, dans la mesure où tu es d'accord avec tes valeurs, puis tu penses que ça marche pas. Mais tu peux pas juger un événement de manière hautaine comme ça. Ou, tu sais, faire la morale ou pontifier. Je trouve tellement que c'est... Ah non. Ça me déprimerait plus qu'autre chose. Si je deviens comme ça, en tout cas, je pense qu'il est temps que je me retire de l'espace public. C'est curieux, ce que j'entends de l'entretien, c'est que tu ne juges jamais. Je le juge, mais j'essaie de me défier de ce jugement-là parce que je me dis qu'on porte un élément qui va trafiquer mon interprétation la plus claire possible. Puis c'est ça qui est dangereux. Puis, tu sais, quand tu es confronté à quelque chose, on juge très rapidement malgré soi. Puis, passer le premier coup de jugement, tu reviens puis tu dis « Hey, je suis allé vite finalement ». Fait que j'essaie de court-circuiter ça en disant tout de suite qu'est-ce que j'en pense. Puis même comme je te dis, en parlant, je me dis hey, je suis plus à l'aise avec telle chose. Je reviendrai là-dessus, là, je t'ai dit ça, je suis plus sûr maintenant. C'est, je sais pas, garder une porte ouverte à l'évolution de sa pensée. Je trouve que c'est sain. C'est très sain. Ouais. C'est très sain. Et même en tant que spectateur, il faut savoir que quand les gens qui prennent la parole, ils pensent... Oui, ils l'ont dit, mais c'est pas fini comme réflexion. Non, Denis Diderot, qui faisait l'encyclopédie, a dit le livre, c'est le meilleur moyen de trahir la pensée d'un auteur. Parce qu'un livre fixe dans le temps quelque chose sur lequel... qui risque d'évoluer. Oui. Donc, tu sais, t'écris quelque chose puis tu te dis, ben, je suis plus d'accord avec ça parce que, ma pensée s'est raffinée, je le dirais plus comme ça. Mais d'un autre côté, il faut que t'écrives quand même. C'est fou parce que dans la politique américaine, c'est très encouragé de ne pas changer ta position. Je pense que c'est John Kerry qui a perdu ses élections parce que les républicains l'accusaient d'être une girouette. Ben là, il pense une chose, puis il pense autre chose. Oui, mais il y a eu d'autres données. Puis... Oui, non, mais c'est toute la difficulté. Puis moi, c'est une des raisons pour laquelle je ne ferai jamais de politique de ma vie. Ça m'intéresse pas, moi. Parce que c'est un milieu qui est très dur, très compliqué, très violent aussi. C'est très violent. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font. Je trouve pas nécessairement que c'est les bons qui y vont. Je trouve, mais en ce moment, on dit souvent qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Mais je pense qu'on mérite. Truc que j'ai jamais saisi. Ben, tu sais, ça veut dire que, moi, ce que j'entends par là, c'est que, ben, les gens qui devraient y aller, ils vont pas. Fait que voilà.
C'est ça qui arrive. Fait que les gens qui critiquent, tu sais, moi, je le vois comme une espèce d'empowerment. Tu trouves que c'est pas bien? Fais-le. Tu trouves que tu as quelque chose à dire? Fais-le. C'est juste ça que je vois, moi, on a les dirigeants qu'on mérite. Puis, ça veut pas dire nécessairement devenir un homme ou une femme politique. Ça veut dire peut-être devenir politique. Accepter que on va agir dans l'espace public, écrire des lettres, prendre position, expliquer. Moi, je suis mécanicien puis je veux être politisé. Qu'est-ce que je fais? Tu peux écrire. Tu sais, t'es politique malgré toi. Chaque acte que tu fais est politique. Tu peux parler à ton député, tu peux écrire, tu peux demander à, je sais pas moi, c'est une bonne question, Mais je pense que tout le monde a voix au chapitre dans notre société. Les réseaux sociaux ont mis ça de l'avant, pour le meilleur et pour le pire. Mm-hmm. Et tu sais, quand on dit, c'est le livre de Judith Lucier, on peut plus rien dire, c'est pas vrai qu'on peut plus rien dire, au contraire, on n'a jamais eu autant d'espace de parole. Simplement, ce que tu dis maintenant, ben, tu risques de heurter certaines personnes. Donc, il faut faire attention des fois. Avant, il heurtait, mais il n'y avait pas de médium. C'est juste une question de médium. Oui, avant, tu peux aller à la radio et dire des choses idiotes sur une communauté. Tu n'avais pas de réponse. Maintenant, oui. Le médium a changé. Tu peux répondre aux gens. Est-ce que ça rend la chose que tu disais avant socialement acceptable? Non, mais tu ne l'entendais pas. Oui, ben, c'est pour ça qu'en ce moment, c'est pas vrai que tu peux plus rien dire. Simplement, tu peux le dire, mais il faut que tu aies une sensibilité. C'est juste ça. Puis il faut que tu fasses attention. En revanche, il y a certains milieux comme l'humour où, certes, là, tu peux te permettre, par un vrai second degré, tu sais, quand Guy Nantel dit qu'il parle au second degré, ça dépend des fois. Je pense pas, moi. Ça dépend des fois. Je pense vraiment pas. Tu sais, quand il interviewe le monde, là, puis il dit les gens connaissent pas l'histoire du Québec, je pense pas. Je pense qu'il trafique beaucoup pour servir un propos. Puis c'est là que... Il y a des gens qui l'ont fait. Ils ont, le lendemain de la vidéo de... Léa Streliski l'avait fait, ça, je me souviens bien, pour le voir. Elle avait pris à revers son Vox Pop en disant, ben moi, j'ai interviewé comme ça des gens au hasard dans les mêmes endroits que lui, puis ça marche pas pantoute. C'est parce qu'elle a raison, pour un élément, c'est pas scientifique, mais lui donne l'impression que c'est scientifique. Et là, c'est dangereux. C'est très dangereux de faire... Puis tu sais, moi, je me faisais taguer quand il a fait son Vox Pop sur l'histoire de Montréal en disant, hey, personne connaît ça. 1, c'est stressant. 2, tu te mets mettre une caméra d'en face. 3, lui a une propension puis fait du cold reading pour t'amener là où il veut. Fait que c'est fallacieux comme technique. Si c'est de l'humour pour de l'humour, oui, c'est beau, c'est cool. Puis c'est comme... Là, il se présente comme étant Mais là, en politique, c'est pas ça. Ouais, fait que... Ça m'intéresse ton opinion sur l'affaire Mike Ward. Qu'est-ce que tu penses de Mike et de la joke de Jérémy? Ben, c'est ça, c'est une autre belle question. C'est que j'ai lu beaucoup, ma position a évolué quand même sur le sujet. Au départ, je me dis, ça aurait pas dû se rendre là. Ça aurait pas dû se rendre là. Il pense la même chose. Et tant mieux s'il le pense, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension d'un côté comme de l'autre. Et je suis pas sûr que de passer par les tribunaux pour légitimer un humoriste ou encore pour que l'un ou l'autre se sente lésé... T'sais, avant, je t'aurais dit, il aurait dû s'excuser, puis on serait passé à autre chose. Puis d'un autre côté, maintenant, je me dis, le petit Jérémy a le droit de dire, c'est une violence sur moi, t'es allé trop loin. Et est-ce que Mike Ward aurait dû laisser tomber la joke en disant, regarde, on passe à une autre histoire? Peut-être qu'il aurait dû faire ça. Puis je comprends tout à fait ce qu'il met de l'avant, la liberté de tout dire. Puis c'est tout à fait légitime. En société, est-ce qu'on a le droit de tout dire? C'est un problème moral. Tu sais, est-ce que tu peux dire, comme Dieudonné, ou faire un appel à la Shoah en disant « c'est de l'humour ». Mais c'est entre Dieudonné et Mike Ward, il y a un océan. On est d'accord. Puis l'autre élément, puis c'est pour ça que je te dis ma pensée évoluée puis est moins stable qu'elle ne l'était. Et ça, je pense que c'est un des éléments qu'on ne prend pas en compte, c'est l'effet de lecture que tu vas avoir. Entre ce que tu dis, ce que tu penses dire, puis ce que les gens comprennent, ton but, c'est de réduire cet espace-là. Puis quand le volume est rendu trop large, c'est qu'il y a une faute quelque part. Une faute quelque part, peut-être de Mike Ward, peut-être de ce qu'il voulait dire, puis peut-être de ce que les gens ont compris. Puis quand tu vois de ses fans à lui qui commencent à insulter puis à violenter symboliquement Jérémy, là, il y a une erreur. Là, il y a une faute commise. Puis c'est là que lui, peut-être, aurait dû replacer. Mais je comprends son combat. Puis son combat, il est légitime des deux côtés. Mais la preuve, il s'est rendu en Cour suprême. C'est pas légitime, mais c'est pas rendu aussi loin. Mais il faut comprendre, puis tu le sais,
toi et moi, on est dans l'espace public. Quand tu dis quelque chose, ça va être interprété. Quoi que tu dises. Fait que qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux rentrer comme une tonne de briques avec un 12 à pompe, puis paf, tout détruire? Ou tu dis ta joke, t'en es conscient de l'effet que ça va avoir, mais parce que tu es tellement incarné dans ton personnage que tu cadres l'effet. Tu cadres en disant, gang, là, on y va, là, on se calme. Puis tu sais, Mike Ward avait invité Jérémy à venir avec lui sur scène. Peut-être ça aurait défusé l'affaire, puis ça lui aurait permis, je le sais pas. Ce qui est particulier, je crois, dans l'affaire de Mike, c'est qu'on a oublié la blague. La blague, au départ, c'était pas une blague sur son handicap, c'est une blague sur l'instrumentalisation de son... Mais ça virait, c'est ça l'affaire. Ce qui est malheureux, la blague, c'était... Ils ont menti. Ils ont fait croire que ce jeune homme-là était mort pour qu'on ait de la compassion qu'il ait de la place. Et c'est faux. Ils nous ont menti. Mais c'est pas... C'est ça la blague. C'est ça. Mais tu sais, c'était très incarné sur Jérémy, alors que c'était peut-être sur ceux qui se sont servis de lui, qui auraient dû insister puis dire « Jérémy, moi, je l'aime. Va te laisser là, Jérémy. On va parler des autres, là. Tu sais, une phrase, je claque. Mais en même temps, c'est normal. C'est toujours un work in progress. Je comprends. Puis, mais ce qu'on peut retenir de ça, c'est l'effet de lecture. Ce que tu veux dire, ce que tu penses dire, puis ce que les autres comprennent. Si toi, tu dis quelque chose comme chroniqueur, tu sais, il y a un chroniqueur du Journal de Montréal qui m'a attaqué dernièrement, puis... C'est qui? Vous allez le trouver facilement. Puis son following... Ah, merci. Son following est d'une violence. Écoute, j'ai été insulté comme je ne l'ai jamais été, menacé. Écoute, ça rentrait, là, mais par pelleté. Puis j'ai eu la très bonne idée de ne jamais répondre, puis de bloquer, puis de dire, quand tu finis, toi, je ne veux plus te parler. Excellent. Le chroniqueur en question, je le connais, on est allé manger ensemble, puis je comprends ce qu'il voulait dire. Ça m'aurait fait plaisir de discuter avec lui, mais le problème, c'est que le following qu'il y a après, puis les attaques qui suivent, puis même lui qui rentre dans les attaques que les gens font, puis qui les encourage, fait, là, t'as erré. T'as erré parce que tu cultives la haine, tu cultives la division, tu cultives justement cette volonté, puis plus encore, tu décomplexes la haine. Quelqu'un qui décomplexe la haine et la colère se rend coupable des sévices qui peuvent arriver ensuite. Puis c'est là que je te dis, il faut comprendre et saisir et limiter l'effet de lecture dans notre société. Puis c'est là qu'il y en a qui disent, ben c'est ça, on peut plus rien dire. Non! Tu peux tout dire, mais fais attention à la manière dont tu le dis. Ou plutôt, pas fais attention, mais sois intelligent. Puis, tout dire, ça demande plus d'intelligence que de limiter. Donc, si tu es intelligent, tu peux tout dire parce que tu vas comprendre les implications qu'il va avoir. Ben c'est ça, moi je m'en calais, je suis frontal, j'ai toujours envoyé chier. Tu peux bien faire ça, mais c'est pas ça la vie. La liberté à travers les contraintes. Que tu le veuilles ou non, il y a des contraintes dans la société. Toi, tu dis, moi l'autre, m'a le traité de gros, ben ça c'est de la diffamation, puis c'est réglé parce qu'il y a un article dans la loi. Fait que c'est ça des contraintes. Il y a la liberté, mais il y a des contraintes aussi. Puis notre société, on l'incarne plus parce que on a pensé qu'on pouvait tout dire indépendamment des conséquences. Il y a des conséquences à ce qu'on dit. Tu sais, quand on était à la petite école, là, puis tu disais à quelqu'un, toi, t'es un crise de lettres, le petit va les brailler, ça va y mettre 6 mois à s'en remettre. C'est une conséquence directe. Aujourd'hui, t'envoies chier, tu le vois plus brailler, le petit, puis t'as plus de prof pour dire, hey, ça l'a blessé. Peux-tu y écrire une lettre? On est dans le cours d'école, dans les réseaux sociaux, mais tu n'as pas de prof pour dire « Hey, là, on va gérer. » Puis l'État s'en occupe pas. Puis on n'arrive pas à avoir de police à travers tout ça. Il y en a qui disent « C'est ça, la police. » Non! C'est qu'il faut avoir des règles à un moment donné. Il faut être redevable de nos actions. Est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'on publie? Tu sais, moi, il y a des fois, j'ai envie de répondre à du monde. J'écris le tweet, puis là, je fais comme « Qui a besoin de lire ça? Qui a besoin de lire ça? » Calisse, je l'enlève, point final. Tu sais, as-tu vraiment besoin à ce point-là d'envoyer chier quelqu'un? Tu sais, à un moment donné, le seul que je fais, c'est quand les gens m'envoient chier. Ouais, on répond. Non, je réponds. Non? J'écris sous les commentaires YouTube, je fais « Sinon, ça va? » Point d'interrogation. C'est tout. C'est le plus passif-agressif que je peux faire. Moi, si tu m'insultes, t'es mieux de pas avoir des photos de tes enfants dans ta photo de profil. Je dis à mes... Tu sais, les lives que avant, je fais... Un message à tous. Tu veux m'insulter, aime mieux d'être belle, ta photo de profil. Et ils sont jamais belles. Ils ont jamais des belles photos de profil, les gens qui insultent. Non, ça, je te laisse. Ils sont toujours avec une motoneige, là, puis tout croche, puis tu fais, ouais, non, c'est toujours... Mais tu sais, c'est ça. C'est que moi, j'en appelle simplement à plus de responsabilité civile par rapport à
la prise de parole qui est la nôtre parce que, tu sais, c'est Serena Williams qui disait, j'arrête pas de citer du monde, elle disait « Pressure is a privilege ». La pression, c'est un privilège. C'est juste. C'est juste. La pression qu'on subit dans l'espace public, c'est un privilège. C'est un privilège d'avoir des followers. C'est un privilège d'avoir du monde qui nous suit. C'est un privilège d'influencer, au sens le plus noble du terme. Et parce que tu as ce privilège-là, il faut que tu sois conscient des implications malsaines que ça peut avoir envers toi, envers les autres. C'est pour ça que, tu sais, un code d'éthique, un code déontologique, c'est utile, quoi qu'on en dise. Puis des fois, si t'es pas capable de te le faire toi-même, parle à ta blonde. Je le sais, des fois, toi, tu ferais des copies d'écran de ce que tu écris. J'ai écrit à ma blonde, puis elle m'a dit ça. Puis on voit que tu as un rapport, justement, de... N'est-ce pas? De domination. Elle me domine, bien entendu. Bien entendu. Mais en tout cas, bref, je pense que... Puis on est capable de mieux. Puis les gens qui font ça, souvent, c'est des gens qui sont très, très, très intelligents. C'est pas un problème d'intelligence. C'est un problème souvent de narcissisme. Parce qu'on l'entend, ça, souvent. Ah, le monde, ils vont passer à l'école, le monde sont stupides. Non, des fois, c'est un problème aussi de volonté d'existence. On est dans une société qui laisse peu de place d'existence, justement, puis on se referme dans des bulles, on se referme dans des algorithmes, puis pas des algorithmes. Mais aussi, Facebook, c'est un... Comme on revient à ce que tu disais, le persona. Ouais. Je veux dire, moi, ma vie est plate, ma vie de famille est nulle, j'aime pas ma job. Sur Facebook, par contre, je suis un roi. Il y a personne qui m'écœure. Ouais. J'ai la réplique facile, je domine. Ben, tu sais, écoute, moi, je cherche des photos des photos de mes enfants, il y en a pas. Des photos de ma blonde, il y en a pas. Bien sûr que non. Tu sais, je limite ça parce que c'est le retour de balancier. Ce que tu vas donner de ton bonheur, tu vas être obligé de le donner en malheur ou tu vas le recevoir en malheur. Fait que c'est inversement proportionnel. Puis ça fait des gens qui sont un peu obsessionnels compulsifs, beaucoup. Et plus encore sur, je te dirais, tiens, tout le monde devient un peu des personnalités limites sur les réseaux sociaux. Un gros high, un gros down, un gros high, un gros down. Ouais. Ça devient très difficile à gérer. C'est pour ça que moi, je fais... C'est une page de job, carrément. Ouais, c'est un métier. Puis moi, j'accepte quasiment tout le monde sur Facebook parce que je me dis, vous verrez rien de ma vie, sincèrement. Puis c'est correct comme ça. Puis je me prémunis, j'essaie de me prémunir comme ça des attaques éventuelles parce qu'elles viennent de toute façon, quoi qu'on en dise. Puis ça, je trouve ça anormal parce que, tu sais, depuis les vidéos sur YouTube, j'en reçois quotidiennement des insultes. Pardon? Ben oui, j'ai fait une vidéo sur les émeutes anti-vaccins à Montréal en 1885 où je dis que les vaccins fonctionnent. J'ai fait une vidéo sur la Terre plate médiévale. J'ai fait une vidéo sur l'homosexualité à l'époque médiévale. J'ai fait une vidéo pour prouver que le racisme est une construction idéologique et n'a jamais existé. J'en ai à n'en plus finir. Puis là, maintenant, j'ai les royalistes d'extrême droite qui m'attaquent sur ma version de la Révolution française. J'allais dire sur mon interprétation. J'allais dire sur ma vision scientifique de la Révolution française. J'en ai à tous les jours. Puis là, j'ai même des grands personnages d'extrême droite qui me prennent puis qui, tu sais, à un moment donné, c'est... dans le journal. Ouais, sale gauchiste de merde. Tu devrais aller sucer des caribous dans ta forêt canadienne. Tabernacle. Ça, c'est une belle insulte. Non, ça, faut que je le raconte. Non, mais le tabernacle, j'ai fait... Allô à la France, hein? Ah, j'ai une amie qui est très populaire en France. Elle dit c'est absurde. C'est absurde. C'est très violent. Elle se fait insulter à chaque vidéo son accent. Là, c'est même plus si elle va se faire insulter, ça va être quoi aujourd'hui? Moi, ça va maintenant, l'accent, là. Il m'en parle plus. Quand il m'en parle encore, il me dit « Oh, j'adore votre accent ». Je fais « Ben, j'aime aussi le vôtre ». Ah, merci. Parce que j'ai fait une vidéo sur le joual canadien québécois. J'ai fait une vidéo sur la langue française, mais parlée au Québec. En fait, JG, c'est Anne-Marie Baudouin-Bégin, qui est l'insolente linguiste. Puis elle développe, en fait, en disant, elle dit, si au Québec, ce qu'on parle, c'est pas du français, ça veut dire qu'aux États-Unis, ce qu'ils parlent, c'est pas de l'anglais. C'est juste. Fait que, arrêtez de nous faire chier, là. Oui, il y a des accents. Il y a des accents en France, il y a des accents au Québec. Peux-tu en revenir? C'est que c'est encore le rapport de domination. C'est que la France a l'impression qu'on est leur colonie. Puis c'est toujours je dirais rapport... pas la France, je dirais bien des Blancs de Paris. Oui, parce que tu parles à des immigrants qui viennent de Marseille, ils sont pas surpris par notre accent. Ils savent que dans la francophonie, des gens ont des patois différents. C'est tout à fait légitime. Oui, en tout cas. Oui. Fait que tu apprends à faire une carapace, mais je trouve anormal que je m'habitue à la violence que je reçois quotidiennement. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal que tu te fasses insulter à chaque jour puis que tu trouves ça
correct ou que tu t'habitues à ça. Que ça fasse partie du. Oui, du parce que ça fait métier. partie de ma vie maintenant, puis je suis quelqu'un de très, très, très sensible. Tu sais, la moindre petite accroche, la moindre petite affaire, ça va me heurter. Puis encore C'est ce qui est aujourd'hui... ironique, c'est ce qui est ironique des gens qui vont dans les médias et qui font de l'art. C'est les plus sensibles et ceux qui sont le plus sujets à se faire critiquer. Oui, Ce qui est oui, particulier. oui. C'est vrai quand j'entends des gens qui sont pas dans les médias, on dit, mais là, il n'y a rien là. Oui, mais nous, c'est parce qu'on le fait pour se faire dire qu'on est beau. Tu mets Là, on se fait dire qu'on est- tes tripes sur la Ouais. table aussi. Ouais. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, je crois tellement à ce projet-là, puis je m'implique, puis de recevoir la moindre petite aiguille, même minuscule, qui vienne à peine toucher, ben c'est comme un ballon. Tu sais, le ballon, il éclate à la moindre petite aiguille, alors que tu le pousses, le ballon, des fois, puis il n'y a rien qui se passe, mais la petite aiguille qui arrive, tout pète. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu as dit que t'as vu quelque chose aujourd'hui, je t'ai coupé. Ah non, je te dis aujourd'hui, c'est ça, je me suis habitué aux commentaires haineux, puis aux critiques, puis t'apprends à pas plaire à tout le monde, mais tu te dis... Mais moi, j'accepte de pas plaire à tout le monde. J'accepte pas que des gens soient en colère. Non, pas c'est parce ça, que c'est j'existe. ça, c'est ça. Il y a une nuance là-dedans. Ouais. Je peux comprendre. Ouais, Thomas, il me fait pas rire. Soit. Thomas, il est laid, puis j'espère qu'il va avoir une tumeur cancéreuse. On est ailleurs, là. En tout cas, Ça, c'est mon père, il me dit ça. Non. consulte. Oui, mais oui, je consulte, mais je parle pas des bonnes affaires. Mais ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup de ta présence. Merci à toi. T'as été extraordinaire. Merci, c'était le fun en tout cas. Mais merci beaucoup.